Bonjour à tous, bienvenue au Design Spot, le centre de design de l'Université Paris-Saclay. Donc nous faisons cette conférence sur le design donc UX/UI avec Romain Landsberg aujourd'hui, que je vais laisser parler tout à l'heure. Bonjour. Voilà. Nous allons. Cette conférence fait partie d'un cycle de conférences que nous mettons en place chaque année. Et précédemment, d'ailleurs, vous pouvez retrouver la conférence sur le biomimétisme que nous avons fait avec Gillian Graves. Et donc cette conférence, vous pouvez la retrouver sur notre chaîne YouTube et sur notre site internet. La prochaine conférence aura lieu le 10 février sur l'innovation avec Damien Cuoc d'InnoWide. Donc je vous invite aussi à vous inscrire pour participer. Et maintenant, on va passer tout de suite à notre conférence du jour avec Romain. Donc Romain, bonjour. Bonjour. Bienvenue, on est très Merci. content de t'accueillir ici au Design Spot. Idem. Donc c'est la deuxième fois qu'on fait une conférence avec toi. Tout à fait. Et là en présentiel cette fois-ci pour nous, voilà, en distanciel. On progresse. On progresse doucement. Ouais. On espère bien sûr revenir à la normale prochainement. Et donc je vais te laisser la main pour parler donc du sujet qui va partir de ton expertise sur le design UX/UI. Très bien. Eh bien, merci, Johan. Oui, on va partir pour un voyage dans le monde du design UX et UI. C'est une introduction, donc on va essayer de voir pendant cette heure et demie un peu. Je ne vais pas rentrer dans le sujet, je ne vais pas creuser le sujet, mais d'avoir une vision assez large sur l'ensemble des problématiques que l'on est exposé en tant qu'UX designer ou en tant qu'UI designer. Voilà, c'est parti pour ce voyage. Donc me voilà, donc ma photo. Donc la photo est plus contractuelle, celle-ci j'ai des lunettes, là je les ai enlevées. J'ai une phrase mantra que j'aime bien présenter, surtout à mes élèves, et qui m'a guidé un peu toute ma vie. C'est l'intelligence, ce n'est pas ce que l'on sait, mais c'est ce que l'on fait quand on ne sait pas. Et en tant que professionnel, en tant que designer, même en tant qu'étudiant, on est globalement toujours confronté à des choses qu'on ne sait pas faire. Et pour moi, l'intelligence, c'est comment on réagit par rapport à ça, quels sont les outils, les méthodes que l'on met en place pour répondre à ça. Je vais me présenter très rapidement, c'est pas un cours sur moi, juste 2-3 moments importants de ma carrière. Donc je suis diplômé de l'ISA, où j'ai sorti en 2002. Ce qui est intéressant, c'est que ma première expérience en tant que DA digital, c'était dans un site de rencontre où mon premier point de contact avec l'UX, j'ai envie de dire, c'est quand j'étais sur un site de rencontre où je me suis créé un compte fille et que j'ai vu que l'expérience utilisatrice était totalement différente de l'expérience utilisateur et que du coup on ne peut pas proposer le même parcours, les mêmes fonctionnalités. Ensuite, je travaillé pendant 6-7 ans dans une boîte de mobile où vraiment j'ai dû, à l'époque c'était en 2007, on faisait des sites qui faisaient plein de choses et qui répondaient pas forcément aux besoins des utilisateurs. Le mobile, je trouve, moi, a permis de recentrer sur le besoin utilisateur. On faisait l'essentiel. Donc, par exemple, sur site SNCF, vraiment, c'était de la vente de tickets en premier lieu. J'ai cofondé en 2013 une agence de consulting en UX qui s'appelle UX République, qui est vraiment de mettre des UX designers au cœur des entreprises. Je l'ai quitté en 2019 pour devenir prof du UX design à l'ISA, au Gobelin, Digital Campus, ce genre de choses. Et depuis maintenant 3 mois, j'ai intégré une société qui est dans l'AssureTech et qui s'appelle Profideo, qui crée des solutions plutôt B2B pour le monde de l'assurance. Et voilà. Et j'aime bien commencer par une histoire, pour cette petite formation. Cette histoire, elle se passe dans les années 90, autour de la British Rail, donc c'est l'équivalent de la SNCF anglaise. Et comme en France aujourd'hui, le réseau ferroviaire s'ouvre au marché. Et du coup, British Rail, qui était installé depuis maintenant des décennies, n'était pas beaucoup remis en question, et avait décidé de se sentant en danger, de réagir et de proposer une campagne de pub ou de se moderniser. Et pour ça, forcément, les plus grandes agences du monde, sont consultées et on commence à avoir des premières images en 3D. On propose Michael Jackson, ce genre de choses pour vanter les mérites de ce service centenaire. Et globalement, on est quasiment fixé sur l'agence que l'on va prendre. Mais il reste une dernière agence qui est un peu nouvelle à l'époque, qui s'appelle Saatchi & Saatchi, et cette agence a exigé
que les dirigeants de la British Rail viennent dans les locaux de Saatchi et Saatchi. L'adresse était cachée, donc quand ils reçoivent le rendez-vous, eh bien, c'est dans un quartier, je ne sais pas si vous connaissez Londres, près de Brick Lane. Maintenant, aujourd'hui, c'est très tendance, et à l'époque, c'était un peu un quartier où on ne s'aventurait pas comme ça. Et donc, les gens sont un peu choqués parce qu'ils n'ont jamais quitté les beaux quartiers. Et ils arrivent dans ce quartier un peu inquiétant, pas bien entretenu, assez moche, on va dire. Et ils arrivent enfin dans l'adresse dite et ils arrivent dans ce couloir, personne les accueille, personne n'est là pour les accueillir. Donc ils rentrent dans un couloir, on voit les lumières un peu scintiller, vous imaginez un peu, c'est un peu film d'horreur. Et il fait froid, c'est sombre, rien n'est indiqué, mais ils s'aventurent quand même, parce qu'ils ont entendu beaucoup de bien de cette agence. Donc même si certains hurlent sur cet accueil, mais ils avancent quand même. Et là, à leur arrivée, enfin on les accueille, si on peut dire accueillir. Voilà, qu'est-ce que vous voulez, c'est pourquoi. Donc ils se présentent, donc on leur dit de s'asseoir dans un endroit, il y a 4 chaises alors qu'ils sont une quinzaine, donc la plupart des gens restent debout. Certains sont excédés et repartent dans leur bureau parce qu'on ne les traite pas comme ça, c'est pas possible. Et on vient voir la personne, au bout de 10 fois, on dit hey, c'est bon, je fais mon métier, je sais ce que je sais faire, vous restez à votre place. Et au bout de 20 minutes d'attente, on leur dit c'est bon, vous pouvez prendre l'ascenseur et on vous attend. Et l'ascenseur, il est d'époque, hein. C'est un ascenseur qui a vécu et qui inspire pas confiance, mais ils y vont quand même. Et puis, ce qui devait arriver arriva. L'ascenseur tombe en panne. L'ascenseur tombe en panne et plus de lumière, plus rien. Les gens commencent un peu à être paniqués, il n'y a pas de nouvelles. Ils appellent au secours, personne ne répond. Les gens commencent à faire des crises, commencent à insulter tout le monde, et ça se dispute. Ouais. C'est l'enfer sur Terre, sur 2 mètres carrés. Et à un moment, comme par magie, l'ascenseur repart, on ne sait pas pourquoi, personne n'a prévenu. Et ils arrivent au 3e étage, où ils sont attendus. Là, quand la porte s'ouvre, ils sont remontés et ils sont prêts à insulter toute l'agence, Saatchi. Donc, c'est ce qu'ils font. Chacun à leur tour balance vraiment toute leur colère, leur haine de ce service, de cet accueil. Et les gens, plus ils se font insulter, l'agence, plus ils sourient. Et il dit, ok, vous partez, mais je peux juste vous dire une dernière chose avant que vous partiez. Et donc le responsable de l'agence dit, vous voyez ce que vous venez de vivre, cette expérience de bout en bout, c'est ce que globalement tous vos clients vivent tous les jours en utilisant vos réseaux ferrés. Des matériels vétustes, aucune information, un accueil déplorable. Donc maintenant que vous avez vécu ce que vivent vos utilisateurs, on va pouvoir travailler ensemble et réfléchir à des solutions qui vont répondre à des vrais besoins. On est prêt. Fin. Est-ce que c'est une vraie histoire? Personne ne le sait. En tout cas, on a envie d'y croire. Rapidement, ces termes maintenant, je pense qu'ils sont assez connus, mais c'est toujours bien de les remettre un peu dans un contexte. Qu'est-ce que c'est que l'UX? Qu'est-ce que c'est que l'UI design? Sur le design, déjà, cette petite phrase, c'est bien, il y a 3 réponses possibles à une proposition design, c'est oui, non et waouh. Souvent, dans les briefs clients qu'on peut avoir, non encore aujourd'hui, c'est je veux un effet waouh, je veux que ça me fasse waouh. Bon. Et la waouh, c'est cette fameuse réaction qu'on doit rechercher. Celui qui dit ça, c'est Milton Glaser, donc c'est un grand designer, graphiste, on appelle ça graphiste, qui a travaillé pour Bob Dylan et qui a fait ce fameux logo I Love New York. Il y a une partie de moi qui pense ça, mais il y a une autre partie de moi qui pense autrement, qui pense plutôt que l'essence d'un projet réussi, c'est l'harmonie parfaite entre l'esthétique, effectivement, donc cet effet waouh, c'est beau, cette élégance, l'utile, est-ce que ça a du sens, et juste est-ce que ça répond à un vrai besoin. Et ça, donc, c'est Frank Lloyd Wright, qui est un architecte, qui écrit ça. Donc moi, je me dis qu'on est plus dans mon métier, on est plus sur ça, plus sur de l'architecture. On crée une interface, c'est donc un bâtiment qui doit lier à la perfection, donc la perfection d'usage, c'est-à-dire que ça doit répondre à un vrai besoin, de l'expérience, c'est-à-dire que tout est fait pour que ce que je dois y faire soit facile à faire. Tout ça dans un cadre harmonieux, élégant, et qui rassure, et qui donne une espèce d'image de marque assez forte.
Quelques définitions, donc l'UX design, donc il y a plein de définitions différentes et je pense que plein de gens pourraient s'offusquer de celle-là, mais c'est pas grave, je vais l'assumer. C'est l'UX, la user experience, c'est la qualité d'expérience vécue par l'utilisateur dans toute situation d'interaction. Donc pour faire simple, c'est au-delà de l'écran. C'est pas de l'ergonomie, c'est pas de l'utilisabilité. Un exemple concret sur une application. Moi, je regarde beaucoup les avis sur l'App Store et sur Uber Eats par exemple, l'application avait eu un 2 étoiles. La nourriture était parfaite, l'application allait plutôt bien. Ça arrivait chaud, tout, rien ne manquait, sauf que le livreur achetait le paquet. Et donc, du coup, l'expérience était mauvaise parce que ils ont des vies compliquées, on leur jette pas la pierre, mais en gros, les gens ont évalué l'ensemble du service sur ce dernier moment-là. Sur ce côté, écoute, le livreur n'a pas aidé, donc forcément, tout le reste est remis en question aussi. Donc, c'est pour ça que la user experience, c'est vraiment l'expérience de bout en bout. L'UI design, c'est user interface. Donc, user interface, on va créer, c'est plutôt les ingénieurs d'interface, ceux qui vont, quand un UX designer a bien compris les besoins, les problèmes qu'on doit régler, les solutions, et qui va donner un peu les fonctions, le parcours, le user flow, qu'on appelle ça, qu'est-ce que doit faire l'utilisateur. L'UX designer, lui, va concevoir les écrans. Alors, il peut s'arrêter aussi bien à un wireframe, c'est-à-dire vraiment un dessin de niveau de grille, qui pourra être après repris par un DA, ou pourra même intégrer maintenant, on intègre de plus en plus de design system, c'est-à-dire des composants déjà prêts à l'emploi de design pour aller plus vite. Et le DA, lui, son rôle, c'est d'injecter de l'élégance, d'être le garant que l'image de marque, qu'aujourd'hui beaucoup d'applications se ressemblent, mais on a quand même des territoires où on peut s'exprimer pour injecter de la DA, que ce soit aussi bien dans l'image, la typographie, le blanc, voilà, ce genre de choses. Et c'est le rôle du DA d'être le garant de l'image du client. Donc là, voilà, après cette définition, cette mise un peu en contexte, l'idée, c'est comment on peut transformer une idée en un produit désirable, facile à utiliser et qui amène une vraie valeur à ses futurs utilisateurs. Et ça, c'est la vraie force de l'user experience, c'est qu'on évite les projets tirés du chapeau qui n'ont aucune vocation à répondre à un besoin. Et des projets qui coûtent dans ma carrière professionnelle, j'ai déjà vu des projets qui ont coûté des millions d'euros, que personne n'attendait, que personne n'a voulu en fait. Et en gros, l'idée c'est d'aller plus simple. Il y a une méthode pour ça, donc c'est puis très bien connu dans le monde du design, même global, le design thinking. Alors c'est pas un cours sur le design thinking, mais je vais vous faire un rapide passage et surtout ça va articuler un peu la présentation. Donc il y a 5 grandes parties dans ce design thinking, qui sont la partie empathize. Donc empathie, c'est comprendre, se mettre en situation de comprendre qui sont les utilisateurs, quels sont leurs besoins, quelles sont les problématiques qu'ils rencontrent. Ensuite, une fois qu'on a vécu ça, on s'est mis en empathie, on va essayer d'en ressortir, on va définir, de cartographier les problématiques auxquelles on doit répondre. Ideate, donc c'est la partie d'idéation, ce mot qui est apparu, c'est comment on va répondre de façon créative à ces besoins, comment on va imaginer des solutions. Et ces solutions, on va en tirer des prototypes, parce que voilà, l'idée c'est de prototyper pour que on puisse, avant de développer, parce que le développement coûte très cher, que ce soit en produit ou que ce soit en site ou une application, ça coûte très cher, donc autant faire un prototype avant de développer. Donc on prototype, et là vraiment on va itérer, c'est-à-dire qu'on va revenir vraiment en arrière, on va avoir des retours, donc on va repartir en phase d'idéation, et surtout on teste, et une fois que c'est testé, eh bien, et qu'on a une version qui est assez acceptable, ce qu'on appelle MVP, on va le mettre en production. Petit rappel théorique, donc c'est à l'université de Stanford en 1980 par Rob Falst qui a été inventé par cette méthode, et l'agence qui l'a vraiment mis au cœur de la conception digitale, c'est IDEO, là, qui est une agence américaine. La partie comprendre, elle est très longue, hein, elle comprend plein de choses, et je ne vais pas tout aborder dans cette partie-là, parce qu'il n'y a qu'1 heure et demie, mais là je parlais vraiment de la partie persona, comprendre les utilisateurs. Donc cette phrase qui s'appelle, c'est un UX designer assez connu, Franck Chimero, qui dit que les gens vont ignorer les designs qui ignorent les gens, quoi. En fait, si on s'intéresse qu'à nous, si on ne s'intéresse pas à eux d'abord, il y a de fortes chances qu'on fasse mauvaise route. Et donc pour que votre public, pour que votre projet rencontre son public, il faut connaître son public. Il faut savoir à qui on s'adresse, quelles sont leurs problématiques. Ça veut dire,
comment connaître ça? Donc on va faire des observations, c'est-à-dire qu'on va aller, si c'est pour si on va vendre pour les trains, je pense que ça va être intéressant de rester à la gare, sur mon histoire, d'observer les gens, comment réagissent les gens, quels sont qu'est-ce qu'ils racontent? Ah mais on n'a pas d'infos, ah, on est mal installé, c'est moche, il fait froid. Donc, prendre toutes ces inputs-là, voilà. Ou faire des focus groups, c'est-à-dire les réunir, les interroger sur des sujets, et même, ou faire des interviews pour vraiment récupérer des matériaux, de la connaissance sur ce que vivent les gens. On peut pas, c'est comme un médecin, mais il va écouter avant de donner l'ordonnance. Et donc, qu'est-ce qu'on va chercher? C'est de savoir quels sont ses usages. Comment il utilise actuellement, comment il fait aujourd'hui. Sur des produits B2B, hein, vraiment le B2B aujourd'hui, même le B2E, business to employé, c'est un vrai marché aujourd'hui. Beaucoup d'outils en interne étaient assez vétustes, conçus, je pense qu'on a tous souffert de ça, poser un congé, ce genre de choses, ça peut être très compliqué, ou envoyer une facture à Design Spot par exemple, c'est tout un art. Tout à fait. Voilà. À l'université. À l'université, puisqu'à Design Spot. Mais globalement, voilà, et tout ça, donc on regarde les gens, on observe comment ils font, et on se dit, ah ben là, effectivement, il en peut plus. Et on va faire ce constat-là que c'est difficile, donc on va essayer de dire, tiens, à cet endroit-là, il y a un vrai point de difficulté, on va essayer de le régler, et on va essayer de voir comment. Mais en tout cas, on a identifié où est-ce que ça n'allait pas. Et aussi ses freins et ses envies, voilà, c'est ça, on a des freins, c'est-à-dire des choses qui nous empêchent de faire, puis des choses qu'on aspirerait. Ah, si seulement ça pouvait faire ça serait top. Ah, si seulement je pouvais, en même temps que faire ça serait top. Donc ça, c'est être aligné sa proposition de valeur avec les besoins et les envies et les freins des utilisateurs. Et aussi, sa typologie sociologique, c'est d'adopter son vocabulaire. On parle pas. Moi, j'ai fait un exercice avec des élèves sur l'onboarding de Spotify, par exemple, et juste sur le texte. Comment l'interface changeait juste en fonction du texte, en fonction de l'âge, par exemple. Est-ce que si on a 10-15 ans, est-ce qu'on parle de la même façon à quelqu'un qui a 60 ans? Est-ce qu'on va écouter SCH ou les Beatles? Est-ce que on va parler de la même chose? Et aussi s'appuyer sur cette connaissance technologique. Si on lance une application qui est orientée aujourd'hui à des adolescents, on pourrait très bien dire, tiens, on va s'appuyer sur l'interface de TikTok parce que c'est maîtrisé. Alors que si on s'adresse, peut-être si c'est la caisse de santé de retraite, je sais pas quoi, on va peut-être pas partir là-dessus. Je grossis le trait exprès pour être clair, mais c'est un peu ça l'idée. C'est-à-dire que oui, donc il y a des habitudes qui sont différentes en fonction de la typologie de personnes. Ouais. Et donc l'objectif c'est s'inspirer des habitudes qu'ils ont, les outils qu'ils utilisent, et du coup reprendre ces codes pour s'appuyer dessus. S'appuyer dessus. Je vais détailler ça, ça s'appelle la loi de Jacob, auquel je crois beaucoup. Mais effectivement là-dessus, je crois que c'est capital. Les personas qui sont aussi décriés parce qu'oubliés, mais c'est comme c'est une introduction, je pense que c'est bien, et surtout que c'est à part d'une bonne intention. Mais qu'est-ce que c'est qu'un persona déjà? C'est une personne fictive qui est dotée d'attributs et de caractéristiques sociales et psychologiques et qui représente un groupe cible. C'est vraiment une incarnation d'un des utilisateurs possibles. Souvent, il y en a plusieurs. Il y a des personas principaux, il y a des dark personas, c'est-à-dire ceux qui vont contre le projet. Par exemple, quand on travaille sur un produit avec une notion de sécurité, on va penser à ceux qui vont essayer de bypasser un peu ça, de passer outre. Ça, c'est super important. Mais c'est décrié pourquoi. Donc, ça ressemble à ça, un persona, c'est une fiche où on va avoir ça peut paraître anecdotique, il y a une partie qui l'est. Moi, je suis partisan plutôt d'être assez sur... c'est pour ça que je fixe ça sur les objectifs et les frustrations, qui sont un peu les grands points importants. Le user scénario, c'est aussi intéressant pour comprendre comment il utilise le service. Après, son âge, est-ce qu'il écoute les Beatles? Bon, ça peut sur certains projets, mais c'est pas pour moi important. Sa capacité technologique, sa connaissance technologique, si c'est important pour certains projets. Mais souvent, quand je le fais avec des élèves, ça devient un peu... c'est marrant à faire, mais c'est assez peu utilisé. Les gens l'oublient. Dans les projets, c'est pour ça que la difficulté de ça, c'est de se dire, ok, on oublie les personnages. Donc c'est à nous, en tant que designer, de les rabâcher, de les remettre, pour que très vite, sinon ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir quelqu'un qui va dire, moi, mon fils, il pense que, ou moi, mon gendre, il pense que. C'est pas ton qui dit ça, souvent je grossis le trait exprès, mais ça permet d'éviter ça. C'est-à-dire que nous, on va se concentrer sur le besoin des utilisateurs et pas juste une vision de l'esprit. Oui. Et si on a... Est-ce que c'est intéressant aussi vraiment de recruter des personnes qui correspondent aux personas et du coup de les intégrer dans le processus? Oui, alors c'est ce qu'on avait pu faire ensemble, hein. On a fait un travail d'étudiant, c'est que ces personas, comment on les obtient? En interviewant des utilisateurs
déjà existants et de comprendre leurs frustrations, leurs besoins, comment ils font. Effectivement, si on peut, ces personnes-là sont une synthèse de ces interviews, ce qu'on a vu là, et après ces utilisateurs-là, on peut les faire intervenir lors des tests, ce genre de choses. Après, ce qu'il faut, c'est que, attention, il y a un biais, c'est que quand on est investi dans un projet, on va être sympa, on va pas dire de mal sur le projet, et tous ces genres de choses qui sont compliquées. C'est qu'on fait partie de l'équipe, ce qui est bien, mais on ne va pas avoir la dent dure comme pourrait avoir un utilisateur classique sans l'empathie qu'il pourrait avoir envers l'équipe qui a conçu le projet. Donc c'est bien de mélanger un peu les deux. C'est d'avoir des gens qui connaissent déjà le projet, puis des gens qui n'en ont pas, qui voient le progrès, ah oui c'est mieux comme ça, puis des gens qui découvrent. Il ne faut pas nacher un peu tout ça. Okay. Donc oui, souvent c'est un problème de manque de temps, c'est d'avoir les interviews, c'est compliqué. Sur certains métiers c'est facile, sur d'autres, moi j'ai travaillé sur des banques où je travaillais avec des traders, les traders pour les avoir, c'est compliqué. C'est très compliqué. Une fois qu'on a bien compris à qui on s'adressait, quels étaient leurs besoins, leurs problèmes, leurs ambitions, on va essayer de synthétiser tout ça et de bien définir la problématique. Donc l'objectif, c'est de mettre en place un point de vue. Et aussi pour ça, on va essayer de... Une fois qu'on a compris qui, on va regarder comment font les autres, qu'est-ce qui se passe, comment pourrait-on. La première chose, c'est inspirer l'équipe. Et pour inspirer l'équipe, c'est ce qu'on appelle un benchmark. Du coup, on va aller voir à peu près tout ce qui se fait. Il faut être large. Souvent, on va voir que les gens, quand on travaille avec des sociétés, souvent elles regardent leurs concurrents directs, mais assez peu ailleurs. Alors que cette fameuse loi de Jacobs que tu disais, c'est que cette loi de Jacobs, c'est le nom de Jacob Nielsen, donc, qui travaille avec Donald Norman, qui sont les deux prêtre de l'UX design, prêtre, papa, dépend comment on voit ça. Et cette règle, elle est importante, ce qu'elle dit. Les utilisateurs passent la plupart de leur temps sur d'autres sites, pas que le vôtre. Voilà. Cela signifie que les utilisateurs préfèrent que votre site fonctionne de la même manière que tous les autres sites qu'ils connaissent déjà. Et ça, c'est vrai que par exemple, quand vous utilisez des logiciels, si vous utilisez de conception type Figma ou XD ou Sketch, ils sont tous plus ou moins conçus de la même façon. Parce que on dit que ça sera moins compliqué pour les gens de faire le bascule. Changer le logiciel, c'est assez violent. Je trouve que dans notre vie, on a tous dû changer de logiciel, passer de Outlook à Gmail ou de Lotus, je sais pas, pour les plus anciens, genre de truc. Et c'est toujours un point compliqué. Donc si au moins, même si c'est pas exactement pareil, si on peut s'appuyer sur des codes déjà connus, eh bien, on a plus de chances que l'utilisateur accepte cette nouvelle proposition. Moi, par exemple, j'ai déjà ouvert un logiciel de 3D, ça m'a fait peur, parce qu'il y en a partout, il y a à droite, à gauche des boutons, c'est vrai que c'est effrayant. Alors que je pense que si ça avait été conçu un peu comme un logiciel de 2D, j'aurais été plus à même de réussir à au moins m'y intéresser et à creuser plus. Parce que souvent, les clients, par exemple, quand on travaille pour une banque, ils pensent que les gens font ça. Que CPR regarde Banque Populaire, AXA, et ils vont voir les néobanques quand même. Sauf que pas du tout, les gens, en fait, leur vie, c'est ça, c'est un peu plus des jeux, du shopping, de la rencontre. C'est la pub en ce moment, pour Free, payer ce que vous voulez, c'est qu'on voit un camembert en ce moment à la télé, on voit que les gens font plein de choses dans la journée. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on est aussi bien un B2C, B2B, B2E. En fait, c'est la même personne. C'est pas il n'y a pas une île avec que des consommateurs, une île qu'avec des business to business. Non, on est les trois à la fois. Et forcément, on a une connaissance des trois. Donc, c'est pour ça que s'appuyer, même pour faire un outil métier, s'appuyer sur Gmail et pourquoi pas sur Facebook ou sur TikTok, c'est pas tout à fait incohérent. Ça a même du sens parce que c'est comme Gmail, je connais. Donc déjà, j'ai moins peur. Je vais pouvoir me concentrer plus sur ce que propose ce service que comprendre comment juste on ouvre un fichier. Et ça, c'est super intéressant. Et on pourrait se dire aussi que on n'évolue pas, mais l'exemple des voitures, en gros, j'ai pris des voitures dans les années 80 actuelles et puis une voiture un peu un concept car, on voit qu'il y a quand même une ossature qui est commune. Après, plein de choses ont changé, la technologie, c'est pas la même entre droite et gauche, je pense qu'il y a 40 ans de recherche qui évoluent, mais quand on rentre dans la voiture, on a notre base. Et ça, parce que surtout si à chaque fois on devait changer d'une voiture à l'autre, parce que j'avais lu que quand on conduit, je crois que c'est 100 décisions à la minute qu'on prend quand on conduit. C'est énorme, j'ai plus le chiffre exact, mais ça m'avait vraiment impressionné. C'est vrai que attention, il y a une voiture, là je tourne à droite, je prends à gauche, je tourne, je ralentis, j'accélère. C'est en permanence. Si en plus je devais chercher où le boîtier de vitesse, où est-ce que je mets le clignotant, c'est pour ça que tout ça, d'avoir cette même structure, on rentre on est plus à l'aise. Et je pense que cette pratique-là peut aussi se mettre en place
sur les interfaces. Oui. Du coup, l'objectif, c'est rendre plus fluide l'expérience utilisateur pour que quand il utilise directement l'application, il aille directement à son besoin. Il répond tout de suite, il puisse répondre tout de suite à son besoin grâce à cet outil. Ça, c'est pas l'idée, et je te fais mon mea culpa, c'est que dans les années 2005-10, il fallait toujours faire nouveau, jamais refaire ce qui avait été fait. Il fallait toujours faire un truc qui surprenne. Avec Flash. Voilà, je fais un peu ancien et c'est assumé, mais effectivement, on est à l'antithèse de ça. C'est au contraire, refaisons ce que les gens maîtrisent, quoi. Et je me rappelle, la première fois que j'avais fait ça, j'avais repris l'application, c'était pour 20 minutes, on avait fait une proposition, et j'avais repris en gros quasiment les standards de l'iPhone. Et la chef de projet m'a dit, mais ça va pas, il n'y a pas de design, il n'y a rien. J'ai dit, mais tu vas voir, c'est cool, au moins on comprend, quoi. Et en face, on avait fait des aménagements pour ramener un peu de marque, mais c'était dans la bonne direction. Parce que tout réinventer, refaire des décors, c'était pas forcément pertinent. Donc voilà, c'est ce que je dis. En gros, ça permet plus on s'appuie sur des modèles mentaux. On a ce qui est attendu. On peut se concentrer sur ce que j'ai à faire. Alors, par rapport à ça, maintenant, comment on va répondre aux besoins? Quelles solutions on va trouver à ces problèmes? On s'est inspiré, on a compris l'utilisateur, on a regardé comment faisaient les autres, de près ou de loin, ou des bonnes pratiques qui sont même chez des concurrents ou dans un univers totalement différent. Donc, il y a trouver l'idée. Il y a plusieurs idées, il y a plusieurs façons de faire, il y a des brainstorming, effectivement, il y a plein de choses. Et moi, j'aime bien le concept de Value Proposition Design. Donc, c'est un livre que voici, qui est assez connu, qui est plein de fois édité, en français aussi. Et c'est eux qui ont fait le Business Model Canvas, que vous voyez en bas. Je ne sais pas s'il y a un laser, je vais essayer. Non, pas de laser. Mais dans le Business Model Canvas, il y a cet atelier qui s'appelle Value Proposition Design. Là, comme ça paraît obscur, incompréhensible, mais c'est hyper simple. En fait, c'est qu'à droite, on a les travaux du client. C'est ce que doit faire, en gros, les jobs to be done, ce que doit faire l'utilisateur. Quand il est sur Gmail, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit écrire un mail, retrouver des mails, sauvegarder des mails, ce genre de choses comme ça. Et en fonction de ça, en bas, il y a toutes les problématiques qu'il peut avoir pour faire ça, ce qu'il a à faire. À droite, c'est ce qu'on appelle les espérances. Tiens, j'aimerais bien, si au moins ça pouvait faire ça. Et ça, on cartographie tout ça. En face, partie gauche, c'est notre produit. Et notre produit, globalement, comment il soulage ses problèmes et comment il répond à ses espérances. Et soit c'est un nouveau produit, donc on va essayer de créer des produits et services qui sont associés à ça, ou si on veut juste voir si mon produit est bon, je vais juste mettre mes produits, je vais voir s'il y a un fit entre les besoins et ce que ma proposition de valeur. Donc un exemple sur Uber, par exemple, c'est aujourd'hui que je dois aller prendre, ce que je dois faire, c'est d'avoir un taxi, trouver un taxi libre et me déplacer. La sécurité, les problèmes, c'est la sécurité, ça coûte cher, est-ce que j'ai confiance dans le chemin qui est pris, ce genre de choses. Et en face de ça, par exemple, on a un statut sharing, c'est-à-dire je sais à quel moment où est-ce que je suis, j'ai le parcours en avant, j'ai le prix en avant, je n'ai pas d'argent sur moi, il n'y a pas cette notion d'argent. Voilà, on voit qu'il y a ça. En gain espéré, donc faster service, c'est trouver plus vite, effectivement, on espère trouver un taxi plus vite. Et surtout, l'attendre dans un meilleur contexte que dehors à se battre, parce qu'à Paris c'est un combat à l'époque. Maintenant, effectivement, on peut attendre son taxi tranquillement chez soi et attendre à l'heure. Et ça, c'est un gain qui est proposé. Donc ça, c'est on-demand capability. Donc là, j'ai mon taxi à la demande. Donc ça va plus vite et surtout que c'est dans un confort, un certain confort. Et tout ça, en face de ça, je vais avoir mes fonctionnalités. Et là, je vois si mon produit et les services qu'il propose matchent avec les besoins et les espérances des utilisateurs. Donc en gros, on a trouvé des services, des idées. Maintenant, on doit les transformer dans le cadre d'une interface. On parle d'un produit service digital, mais ça pourrait être autre chose. Dans une interface désirable, en fait, voilà, qui soit attirante, parce que les gens maintenant sont très exigeants, innovante et surtout utilisable. Donc il faut pour ça prototyper et puis imaginer. Donc la créativité implique de briser les conventions afin de regarder les choses sous un nouveau jour. Donc essayer de trouver. Alors j'ai bien dit qu'il fallait reprendre la même chose, refaire la même chose, mais en même temps il faut être innovant. Donc quand je dis innovant, c'est aussi d'aller peut-être chercher des codes qui sont pas. Si je suis une banque, je vais peut-être pas regarder sur mon concurrent, je vais peut-être aller voir sur un site de voyage, je sais pas, je prends ça, mais en réappropriant certains codes et en les adaptant à mes besoins. Donc pour ça, un atelier qui est assez puissant, c'est l'atelier 6 to 1, qui a plusieurs avantages, c'est qu'il permet de créer vite, de se tromper vite,
de réussir vite à faire des choses et surtout de faire intervenir tout un tas de personnes qui sont partie prenante du projet. Moi, ce que j'aime là-dessus, c'est qu'on peut faire venir sur un projet. Moi, dans ma société, je fais intervenir des gens qui ne sont pas du tout designers, pas du tout développeurs, mais qui sont les futurs utilisateurs du produit. Et ils nous parlent et ils conçoivent avec nous. Ils ne sont pas juste dans la complainte, mais aussi ils sont dans la création de cette réponse. Et surtout, ils vont être les premiers à l'utiliser et à le proposer à leurs équipes. Oui. Et tu fais ça, tu fais ça comment? C'est-à-dire que tu crées une sorte de petit atelier? Je crée un atelier. D'accord, un atelier. Je bloque les gens pendant, tout dépend du nombre d'écrans qu'on doit imaginer ou des parcours, mais une demi-journée. Ok. Voilà, on les met à l'aise, on les rassure sur le niveau de dessin attendu, on explique pourquoi on fait ça, quel est l'objectif, toujours remettre dans un contexte, parce que je pense qu'on aime tous comprendre pourquoi on fait les choses, et qu'on est là parce qu'ils ont de la valeur. Voilà, qu'ils ont une valeur et qu'on va utiliser cette valeur pour proposer la meilleure solution. Je présente le déroulé rapidement, hein, c'est assez efficace. Hein, c'est temps 1, donc on donne une problématique. Le benchmark qu'on a vu, on va essayer de le montrer ou de l'imprimer, de l'exposer. Comme ça, les gens pourront pouvoir se nourrir parce qu'on n'a pas tous la même culture digitale, parce que des fois on consomme sans savoir exactement comment c'est fait. Donc c'est bien d'avoir un espèce d'abécédaire en fait, dans lequel on peut piocher, ou après leur laisser libre à toute création. Et donc on va donner 6 feuilles, 6 templates, et on va dessiner. En gros, voilà, comment pourrait-on faire pour, par exemple, si je prends SNCF, trouver un billet de train rapidement. Voilà, comment on fait. Et donc on va avoir plusieurs propositions, on va faire 6 versions différentes de la même problématique. Donc ça, chacun va avoir 6 versions différentes. Et ça peut être plusieurs écrans à chaque fois pour chaque proposition ou non? Alors ça peut être un écran, un petit parcours, ou différents états. Effectivement, aujourd'hui on sort un peu cette notion d'écran, mais plutôt de parcours. C'est un peu l'une du 6-to-1, il faut savoir imaginer ce qu'il y aura après, le décrire, on peut annoter, on peut faire plein de choses. Et donc là, si on était 4, on a donc 6 fois 24 versions de cette problématique. Il y a des choses incroyablement bien, puis il y a des choses qui sont nulles, il y a des choses qui n'ont pas de sens, mais c'est pas grave. Parce que déjà, ça nous a permis de sortir des évidences, que souvent, à une problématique, on a une réponse toute faite, déjà, en réflexe, qui des fois est bonne, hein, puis des fois elle n'est pas bonne. En fait, des fois on a mieux. Et pour ça, il faut aller la chercher. Et ça ne vient pas tout seul. Et donc, et surtout qu'il y a l'idée qu'on a qui prend toute la place. Donc là, au moins, ok, celle-là, elle est posée, je vais pouvoir attaquer un autre terrain, une feuille blanche. Donc ça permet ça. Et ce qui se passe après, donc les temps 2, c'est qu'on va présenter chacun. Moi, j'ai fait ça, je me suis inspiré de Gmail, je me suis inspiré de TikTok, je me suis inspiré de ça. Et les gens, voilà, prennent ça, écoutent. Donc chacun présente ses pistes. Et on n'est pas dans un jugement de valeur, on est plutôt dans, voilà, ok, j'écoute. S'il y a quelque chose pas clair, on explique. Et on revient tous à notre stylo, on va reprendre la convergence, on va reprendre une grande feuille, et puis on va essayer de reprendre. J'ai bien aimé ce que tu as dit, Johan, sur cette partie-là, c'était cool, le moteur de recherche était assez canon, comment tu as fait, j'aime bien l'idée, par contre j'aime bien mon idée là, mais j'aime bien cette idée-là. Et je vais faire un espèce de patchwork, ou pas, de ce que, voilà, je vais reprendre les idées qui sont là. Et ça, c'est le best-of des idées, je pense que c'est la meilleure réponse possible. Et forcément, il y a 4 versions. Et là, globalement, on voit à l'expérience que ça a tendance à converger. C'est pas tout le temps le cas. Des fois, on a souvent maximum 2 versions qui s'opposent. Et c'est pas grave. C'est pas grave du tout, même c'est plutôt bien. Il y a 2 solutions. Soit on dit, on vote. C'est-à-dire que souvent, il y a un responsable du projet qui a plus de points, donne des votes, des points. Puis on vote. Et si on voit que, bon, quand même, l'autre piste a été pas mal, il y a un doute, on la prototype. Et c'est pas très long, c'est pas très cher, on peut y aller, quoi. Puis on voit, il y a peut-être, ça va peut-être tuer l'idée rapidement. Et ça évite les frustrations aussi, parce que dans l'entreprise, il y a des égos, de l'amour-propre, c'était ma piste, je l'aimais bien, je crois que c'est la bonne et tout. Et ça, mine de rien, tout ça, c'est des grains de sable dans un projet, quoi. L'humain est hyper important. Donc je pense que d'embarquer, ok, la piste qui est à droite, là, elle a quand même pas mal de votes, on va essayer quand même de la tester, quoi. Je crois que c'est ce que peut-être c'était toi qui me l'avais déjà dit, mais j'ai déjà entendu, l'objectif c'est se tromper le plus vite possible. C'est ça, se tromper pour réussir le plus vite possible. Voilà. Et le moins cher aussi, du coup, parce que c'est aussi des coûts. Quand on se trompe vite, on se trompe. Là, on n'a pas développé une seule ligne de code, et on arrive maintenant avec les outils à faire des prototypes assez complets, en fait. On peut vraiment se rendre compte rapidement, complet et pas cher. Alors que voilà, on sait très bien que le développement, ou que quand on parle de design produit, partir sur des prototypes
ou sur la production industrielle, ben là, ça coûte très cher, quoi. C'est long et cher. Donc se tromper le plus vite possible. Donc là, on a imaginé, donc là, cet exercice-là, on peut le faire sur 3-4 écrans pour avoir un parcours global. Et on arrive enfin on a compris du coup les problématiques, on les a stockées, on les a analysées, on a mis en face de ça des réponses et des services, et ces services ou solutions, on les a designés, on les a mis en écran, on a un crayonné à la fin. Donc maintenant, il va falloir, et là c'est un gros travail, c'est plutôt l'UX qui prend ça, et maintenant ça va plutôt être l'UI, le DA, qui vont prendre la suite de ce projet. On va faire une petite pause, ça va me permettre de boire un peu d'eau, respirer. Hydrate-toi. Et laisser peut-être aussi, si besoin, des questions. Oui, tout à fait. Des questions. Tout à fait. Donc moi j'en ai aussi, mais il y a une question de Julien. Sa question c'est, alors je vais la lire complètement, votre démarche, votre méthodologie d'observation, entretien, analyse du besoin, simulation, donc lui parle puisqu'en fait il est lui-même ergonome, il est en master d'un master d'ergonomie, et il voulait savoir si des ergonomes externes peuvent être impliqués dans ce type de projet. Alors, dans ma carrière, j'ai croisé quelques ergonomes, effectivement on en croise, mais c'est vrai que c'est souvent ça dépend des projets, mais souvent ils se reforment à l'UX design pour revenir là dans des projets digitaux. J'en ai croisé une qui avait fait une fac à Metz d'ergonomie et qui s'était reformée à SNCF aussi. Et on en croise, mais c'est vrai que on n'en croise pas souvent. Parce que je crois qu'aujourd'hui, c'est un métier qui n'est pas très bien compris. Leur valeur ajoutée n'est pas bien comprise dans les entreprises aujourd'hui. Alors c'est pas grave, je pense qu'il y a beaucoup dans le biais digitaux, je parle. Et je pense que la frontière avec un passage au métier du designer est assez proche. Il faut peut-être des connaissances, des ateliers à apprendre en plus, mais j'en ai pas croisé beaucoup. La plupart du temps, c'est plutôt des designers graphiques qui ont une formation sur les interfaces, qui ont intégré cette compétence d'ergonomie, parce que ça reste quand même de l'ergonomie l'interface. L'ergonomie, c'est plutôt des UI designers, si on parle d'ergonomie. Alors maintenant, aujourd'hui, les écoles forment au métier du UX, au métier du UI, il y a des vraies formations. À l'époque, effectivement, c'était un peu ce métier. Moi, j'ai une expérience avec un ergonome, mais ça remonte quand même un petit moment avec la SNCF. Oui, SNCF, qui s'appelait SNCF à l'époque. Il y a un ergonome qui est arrivé. Et il était en face de nous, il y avait le chef de projet fonctionnel, on appelait ça, et le DA qui faisait ce rôle-là, mais un peu sans méthode, sans rien, au talent ou au doigt mouillé, un mélange des deux, à l'audace. Et c'est vrai que l'ergonome, lui, était plus, avait plus de méthode. Effectivement, nous, on a été un peu surpris à l'époque. Et aujourd'hui, je pense que l'UX a ramené un peu d'ergonomie dans ça, des méthodes, des mesures, comment on mesure les succès, les obligations. J'ai un ami qui travaille dans l'automobile. Effectivement, là, sur les plateformes, là, l'ergonomie est hyper importante. J'avais travaillé moi avec la chaîne météo sur d'intégrer de la météo dans les écrans de Peugeot PSA. Et là, forcément, j'avais des recommandations ergonomiques. Voilà mes expériences vécues avec ça. Oui, parce que c'est vrai que dans l'automobile, ou dans le même de design d'aménagement d'espace ou de design de produits sur des aspects très très techniques, c'est vrai que les ergonomes sont là depuis le début. Et du coup, après, par contre, l'interface qui fait appel à des notions graphiques aussi. C'est l'intrication à la fois d'une interface graphique et puis d'une expérience utilisateur. Où là, c'est des sujets peut-être qui étaient nouveaux pour les ergonomes, mais qui demandaient du coup cette compétence de design graphique quand même. Souvent, on croise, ils refont une formation, alors les Gobelins, 6 mois, une formation pro qui dure 6 mois, où ils refont ça. Ou alors ils intègrent directement une boîte et puis ils apprennent sur le tas. Donc si en tout cas, si dans le master, s'il n'y a pas déjà un module spécifique sur le design d'interface, c'est bien de faire une petite spécialisation. Je pense, oui, parce que c'est ce qui est demandé. Je pense qu'il y a tout le savoir théorique, mais il manque un peu de pratique. C'est vrai que moi, j'avais reçu des CV d'ergonomes, des books à l'époque, et c'est vrai que ça me paraissait loin de ce qu'on faisait. Voilà, en toute sincérité. Après, je parle d'un CV, je parle d'un book, je ne sais pas, ça n'a pas vocation universitaire, mais voilà. Ok, super. Julien, j'espère que ça a répondu à ta question. Plutôt quelques commentaires.
Alors, est-ce que tu utilises des scénarios dans les démarches design UI? Oui, alors je n'ai pas parlé effectivement pour faire court, mais effectivement on parle vraiment de ce qu'on appelle de user story ou de user flow, on va vraiment scénariser l'usage dans l'utilisation du service. Et c'est un exercice que je fais faire moi quand je donne des cours. Souvent les étudiants ils ont cette vision one shot d'un service. Il y a le premier usage, la N usage, les rappels, genre quelles sont les problématiques. Et ça c'est hyper important de cartographier quels sont les différents moments où on va avoir un point de contact avec le produit. Par exemple, moi j'avais un sujet que j'avais bien aimé avec les élèves, c'était le concert 2.0, où je m'étais dit les concerts sont de plus en plus chers, mais l'expérience a très peu changé au final. Bon, peut-être le meilleur son, plus de lumière, mais en tout cas l'expérience est la même, c'est nous dans un public qui entend des gens. Comment on pourrait surtout réinventer cette expérience? Et souvent les élèves proposaient souvent le avant le concert, genre un mois avant, soit 30 jours avant. Comment on peut créer du lien avec l'artiste? Et ça c'était super important. Ils avaient carrément oublié quasiment le concert, ils n'avaient pas fait grand chose. Mais pendant le avant et le après le concert, ces moments-là, cartographier quels étaient les besoins, voilà, dire que j'y étais, être fier de ça, une question de fierté. Et le avant, j'ai mon ticket, comment créer du lien, savoir où on est l'artiste, les tournées, envoyer des messages, faire partie d'un groupe, une espèce de club. Et tout ça, ça se passe avant et pendant le concert. Pendant le concert, c'est un temps hyper court par rapport à l'expérience globale qui était proposée. Très bien. Donc effectivement, scénario, scénario à fond, scénario. Scénario. Et pour analyser des applications existantes. Oui, c'est ça. En fait, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on se dit, en fait, dans ce projet, c'était de se dire, ok, voilà comment les gens font aujourd'hui. Et là, on voit qu'il y a un niveau de satisfaction. Là où il est bon, va peut-être pas forcément être, ça va pas forcément être le moment le plus travaillé, mais là, on voit qu'il y a, c'est de la frustration, de l'énervement, de l'agacement. Et c'est là qu'il faut qu'on travaille en fait. C'est là qu'il faut qu'on se dise, là il y a un problème. Comment fait-on comment on va tout faire pour ramener cette frustration à minima en moment indolore à un moment de satisfaction. Par exemple, quand on a eu tous dans notre expérience des achats ratés, et c'est là où on n'est pas bien, je trouve qu'un service client qui répond bien et qui est rapide, efficace, je ne me sens pas avoir à lutter. Et du coup, moi, la marque me fidélise en fait souvent. Oui, tu parles d'une problématique une expérience qui était désagréable, finalement tu la transformes. On transforme en une vraie réponse où je me sens au cœur, écouté des problématiques. Et là, vraiment, j'aurais pu me dire plus jamais cette boîte, plus jamais de passer par ce site pour. Ben là, ils ont gagné ma confiance à jamais, quoi. À jamais, sauf problème, quoi. Ouais, ils ont marqué énormément de points. Alors que s'ils me flinguent, ben là, forcément, je la vois plus. Et je vais en plus être. Si je suis pas, alors je n'ai pas tendance à faire ça, mais beaucoup le font, c'est-à-dire mettre sur les réseaux sociaux, c'est un scandale, machin, n'allez pas parler de ça, et donc là on perd énormément de potentiel client. Très bien. Écoute, moi en tout cas ce que je note par rapport à ce que tu as dit sur cette première partie, les éléments importants, donc j'aime bien cette idée de se tromper le plus vite possible, ça c'est un point important. Le principe aussi d'observer les utilisateurs dans leur contexte. Alors, on va peut-être pas rentrer dans le détail de tous les outils disponibles, puisque j'imagine qu'il y a de l'interview, de la photo, de la vidéo, l'eye tracking, plein de choses. Il y a plein de méthodes. Oui. Donc ça, c'est vraiment à adapter en fonction du projet, j'imagine. Des moyens, des moyens temps, disponibles. Voilà, il y a plein de choses. Il y a guérilla test, alors c'est au niveau du prototypage, mais on peut aussi faire de guérilla observation, c'est-à-dire qu'on peut aller dans une gare, écouter les gens, interviewer, qu'est-ce que vous pensez d'eux. Faut un peu, pas avoir froid aux yeux, faut y aller, faut pas être timide. C'est pas tout le temps évident. Mais oui, non, c'est super important d'observer. Donc voilà, même sur un sujet qui nous concerne, donc avec des élèves, on était venus ici pour travailler avec une application qui devait comprendre les besoins des étudiants de Saclay. De l'université. Nous, on avait eu la chance, parce qu'on avait demandé d'avoir accès à une dizaine d'étudiants. Et c'est vrai que Saclay, c'est tellement différent comme lieu. En France, c'est assez unique, j'ai l'impression que les problématiques, on ne peut pas les connaître. Moi, j'aurais jamais imaginé ça. Donc, j'aurais bien pu lire tout ce que j'aurais pu, des études, ce genre de choses, mais avoir des feedbacks utilisateurs au quotidien, c'est hyper riche, quoi. Surtout que le contexte universitaire Saclay est très mouvant, puisqu'on est en pleine installation. Voilà. Et avec l'objectif de mettre à
à disposition des outils qui accompagnent le public. Quel est ton besoin? Quels sont tes problèmes? Si on reprend cette notion, quelles sont tes frustrations? Qu'est-ce que sont tes espérances? Qu'est-ce que tu aimerais? Et puis on s'est rendu compte qu'il y avait plusieurs types aussi. Il y avait l'étudiant qui était là depuis 4 ans, qui lui plutôt a l'info hyper pointu sur quels sont les événements, les conférences, ce genre de choses. Et puis l'étudiant qui vient débarquer soit de province, soit d'un pays étranger, qui lui est catapulté dans une ville assez peu balisée, qui ne répond pas à un modèle de ville en plus. Donc comment on fait pour faire ses courses? Comment on fait pour aller à Paris? Comment on fait pour... Et on voyait qu'il y a différents besoins, différents temps, et c'est assez... et on va répondre de façon progressive à ça. Le travail qui a été fait avec Lisa. Tout à fait. Super travail des étudiants qui a été vraiment apprécié. Qui sont bientôt sur le marché, je crois. Très beau projet. Ouais, super, en tout cas, c'était une chouette expérience. Partagé. Écoute, on peut attaquer la deuxième partie. On peut attaquer la deuxième partie. Super. N'hésite pas à continuer à poser des questions. Et puis s'il y en a que je n'ai pas posées, n'hésite pas à les reposer. Voilà. Allez, parti alors. Oui. La deuxième phase. La palette du designer, c'est maintenant. Donc, pour rappel, hein, on a compris les besoins, on a essayé de trouver, de comprendre quels sont les besoins, les frustrations. On a essayé de trouver des solutions et de les designer, de les incarner en dessin. Donc maintenant, on va essayer de les structurer. Donc un premier point que je voudrais parler, c'est la structure des écrans. Donc si vous avez peut-être déjà entendu et sûrement parler de tab bar, de hub, de burger menu, globalement c'est ce qui structure une application. Oula, bon, alors le passage à PowerPoint, attention aux épileptiques, ça fait ça. Globalement, le burger menu, c'est ça, c'est ce fameux bouton qui ressemble à un burger qui cache le menu, qu'on a beaucoup vu et qu'on voit de moins en moins, parce que les gens se rendaient compte qu'en fait, les gens n'allaient pas sur ce menu et tout un tas de fonctionnalités étaient assez peu utilisées. Je trouve même s'il est beaucoup décrié, et moi le premier, je trouve qu'il a encore du sens sur une application qui est assez verticale, type Google Agenda par exemple. Sa fonction c'est de donner des agendas et donner des rendez-vous, donc tout le reste c'est des réglages, des settings, ce genre de choses. Donc il y a moins de besoin d'avoir accès à une tab bar. Le menu Hub qui a beaucoup servi dans le bancaire par exemple, où il y avait les virements, l'accès à mes comptes, dépannage, ça a le mérite de donner accès à l'ensemble des contenus rapidement, sur le coup d'œil. Ça a inspiré aussi Windows Phone par exemple, ce feu Windows Phone, qui n'était pas si mal au final, mais bon, qui a inspiré beaucoup de gens mais qui n'a pas trouvé son public trop disruptif justement, et qui n'a pas fait comme les autres et qui a peut-être perdu les gens. Si on parle un peu de faire un lien. Voilà, le hub c'est ça, c'est vraiment, et puis là ça permet aussi de s'appuyer sur un code déjà maîtrisé par l'utilisateur sur l'iPhone, c'est-à-dire des icônes, il y a une fonction derrière, je connais, c'est déjà un modèle mental que je maîtrise. Et aujourd'hui un peu ce qui est redevenu le grand classique, c'est la tab bar qui était il y a déjà une tab bar V1, là c'est la tab bar V2, on peut redesigner à souhait, voilà, qui est un peu devenu, donc c'est ce menu en bas qui donne accès à l'ensemble on a 5 ou 6 contenus. Et surtout à droite, on peut mettre, là pas d'exemple, mais on peut mettre une espèce de burger menu pour accéder à l'ensemble des contenus. Donc ça permet de montrer déjà couvrir peut-être 80% des besoins juste sur la tab bar. Alors qu'avant, on couvrait peut-être 60% des besoins, ou 40%, ça dépend comment, et en fonction du service, quoi. Sur Facebook, par exemple, le feed est maintenant peut-être 80% du besoin, donc c'était moins grave. Mais sur une application type Allociné, est-ce qu'on met les films à la une, est-ce qu'on met les salles, est-ce qu'on met ça, c'est une vraie question. Donc là, la tab bar, ça se mérite là. Et tu parles de V1 et de V2? Oui, alors la tab bar V1, j'ai toute une presse là-dessus, mais je vous ai épargné, mais la tab bar V1, c'était la toute première tab bar qui est sortie sur l'iPhone. En gros, on ne pouvait pas mettre la couleur qu'on voulait, c'était hyper strict. Et surtout, elle prenait beaucoup de place dans un écran qui était plus petit. Aujourd'hui, les iPhones se sont agrandis de façon physique. Et surtout que maintenant, et quand on avait des clients, par exemple, le bouton d'action était bleu, quand on travaillait pour Orange ou vente privée, il ne voulait pas bleu, quoi. Et on ne pouvait pas, ou alors il fallait hacker le code, et là on s'exposait à des problématiques de mise à jour et de robustesse du service. Donc là aujourd'hui on fait à peu près ce qu'on veut, et c'est un code maîtrisé, et surtout que c'est accessible en termes de doigts, ça reste en bas, et c'est quand même plus facile à récupérer en termes d'infos. Donc l'avantage, c'est que si on utilise la structure en tab bar, c'est que globalement elle est assez maîtrisée. Globalement, depuis maintenant 5 à 10 ans, 5 ans maintenant, même tout le monde est repassé à la tab bar. Les derniers c'était Spotify,
On voit par exemple Le Monde qui avait fait une tentative de burger menu avec un espèce de truc hyper moderne, chic et tout, mais ça n'a pas pris. Ils sont revenus à la table bar parce que il y a les 4 fonctionnalités plus un burger menu qui donne accès à l'ensemble des catégories. Et j'ai mes 4 catégories favorites, on va dire, qui peuvent être intelligentes en fonction de ce que je regarde, de ce qu'ils veulent pousser. Et voilà, aujourd'hui c'est une certaine forme de norme. Donc ça, la structure, donc la table bar, le burger menu, alors après il y a menu bento, menu kebab et plein de trucs. Voilà. Mais là, les 3 que j'ai présentés, c'est un peu les principales. On va parler aussi de guidelines. On entend beaucoup parler de design system ou de ce genre de choses. C'est en gros une bibliothèque qui comprend aussi bien des éléments design que des comportements, une charte graphique et les animations, les icônes qu'on va utiliser. La plus connue, aujourd'hui, celle qui est peut-être la mieux documentée, c'est Material Design. Donc Material Design, qui a changé, qui est en sa 3e version, qui est la Bible, entre guillemets, ou ce qu'on veut, du design, de tout ce qui gère les produits chez Google. Et qui peut s'impacter sur plein de choses, de la montre à la télé, jusqu'au bien sûr au téléphone, aux tablettes. Et qui est basé sur des grands axes. C'est que le Material Design, c'est une métaphore. C'est pas du réel, c'est comme du réel mais pas du réel en fait. C'est autant à l'époque quand c'est sorti, iPhone faisait du skeuomorphisme, c'est-à-dire l'imitation du réel, vraiment imitation papier, imitation cuir, imitation bois. À l'opposé, on avait Windows Phone qui faisait, nous on est du pixel, on fait que du pixel. Voilà. Eux, ils ont fait une espèce de synthèse des deux, c'est-à-dire que ils vont essayer de s'appuyer sur par exemple, les effets d'ombre sont très réfléchis, travaillés pour que ça ressemble à un nombre réel. Par contre, ce bloc va pouvoir se transformer en rond, comme par magie. Donc c'est un peu... parce que tout est vectoriel aussi, tout est en code. Et donc c'est très facile à animer. C'est le réel, mais qui dans un monde un peu magique. C'est un peu comme ça que c'est vendu. L'animation aussi, comme tout est en code et en SVG ou en code, ça permet d'animer les choses. Donc c'est rien n'est figé, donc le code a du sens. C'est-à-dire quand j'appuie sur un bouton, il va s'élargir, l'info va pouvoir revenir de là. Ou alors l'écran va se construire et l'action principale va apparaître à la fin de la construction de l'écran. Le bouton par exemple mise au panier pourrait être le dernier bouton qui apparaît sur l'écran. C'est le genre de choses comme ça qui donnent du sens. Ou tout simplement quand l'iPhone est apparu, quand on a cliqué la première fois sur le mail et que ça a slidé comme ça, maintenant ça paraît naturel, mais à l'époque on a fait waouh, c'est incroyable. C'est juste que on savait d'où on venait, on savait où on allait, on savait comment on faisait pour revenir en arrière. Donc l'animation, c'est souvent le problème, c'est que souvent ça arrive à la fin parce que c'est du travail en plus et qu'on est toujours un peu juste, mais alors que c'est hyper important. Ça veut dire qu'il y a une sorte une cartographie mentale de ce qui se passe dans l'application et que ce qui sort, notre cerveau analyse et donc reconnaît, donc il sait où il est, il sait où on se trouve. C'est ça, c'est que ça permet de... On le guide avec des éléments comme ça graphiques. Là, petit exemple, tu vois, quand je clique sur le bouton, je pourrais avoir un nouvel écran en fait. Non, c'est juste que cette zone-là va se transformer en ça pour dire, tiens, détail, donne un nouvel, après 5 donne un nouveau truc. Il y a plein d'exemples et surtout dans le site material.io, il y a tout un tas d'exemples, surtout il y a le code qui est fourni et ça c'est assez incroyable. Et en fonction aussi de plein de choses, quand je mets à la poubelle, quand ton téléphone sonne, il y a tout un tas de choses qui permettent de rendre encore plus simple l'utilisation justement de ce parcours et de sortir, justement quand je disais qu'on est un peu sorti de cette notion de page, parce qu'une page c'est pas une page, c'est un état en fait du besoin, en fait, comment on répond graphiquement à cet état. Et on voit que c'est le même écran, mais il n'y a rien à voir en fait, quoi. Donc il faut sortir de cette notion d'écran, mais voilà, je suis dans un endroit, je peux faire ça, je peux faire ça. Donc rapidement sur les autres, c'est pas forcément des guidelines, mais ce que m'a fait c'était plutôt un mode design, c'était l'imitation du réel, et c'était bien pour, faire la passerelle avec le mobile, c'est-à-dire rassurer les gens sur je connais en fait, ça ressemble, c'est une application d'un note, c'était du faux papier, ce genre de choses pour retrouver les choses. C'est ce qu'on retrouve un peu aujourd'hui je ne sais pas si vous avez testé la VR ou la R, en fait ils reproduisent des modèles réels, on pourrait totalement réinventer ce monde, et c'est vrai que c'est un mélange des deux, c'est un monde des choses très réelles, et puis des fois il y a des choses qui n'ont pas, des gens n'ont pas de jambes par exemple.
C'est un vrai corps, mais les gens n'ont pas de jambes parce qu'ils n'arrivent pas aujourd'hui à mettre de capteurs sur les jambes. Mais c'est un tas de choses comme ça où on imite le réel pour rassurer aussi, pour faire comprendre où est-ce qu'on en est. Alors ça, c'est il y a des micro-mouvements, glassmorphisme, on a eu plein de néomorphisme, ce genre de choses comme ça. Bon, ça, j'ai l'impression de dire, faut le regarder en tant que designer. Il ne faut pas tout changer autant pour ça, il faut prendre les bonnes choses, il faut savoir, c'est comme pour moi un ingrédient, on ne va pas en mettre partout, on va peut-être de temps en temps injecter un peu de ça. Il y a eu le néomorphisme, qui était une imitation du carton imprimé, ce genre de choses. Bon, c'est très... c'est bien pour son book, pour Drivel ou pour ce genre de choses. Faut pas tout changer quand on a... Mince, le glassmorphisme est sorti, si j'en fais pas, je suis pas bien, quoi. C'est des petites choses. Je parlais juste avant, je crois, du dark mode, voilà, c'est un autre principe, c'est-à-dire que souvent, le material design intègre le mode dark mode, par exemple. Dark mode, donc c'est les écrans sombres, pour plus de confort, pour certains écrans, moins de consommation d'énergie, en fonction des technologies utilisées. Voilà, ce genre de choses. Ça, c'est en tant que prof et même en tant que manager d'équipe, ça c'est un des combats que je mène, c'est les mots, la typographie, et même en tant qu'élève, c'était vraiment quel est mes soucis. Je pense que la typographie, le sens, on fait de l'image. Souvent, c'est des gens d'image, donc le mot, c'est pas le plus important. Et alors, on fait une énorme erreur. C'est le wording. Et je crois que j'ai eu une révélation sur un site de la puissance des choses, c'est que à une époque, on n'avait pas Netflix, tout ça, il fallait télécharger des fichiers illégaux. Il y a prescription, c'était il y a plus de 5 ans. On a téléchargé le torrent, ce genre de choses. Et à la fin, on disait, est-ce que tu veux faire un don à mon site, quoi. Et il y avait 2 propositions, oui ou non. Et je trouve que rien que, c'est pas oui et non, je trouve que juste avec un changement de lettre et un point d'exclamation, on peut dire ça derrière. Oui, je suis sympa, je suis généreux, et non, en fait, je suis proche de mon argent, et pas de faire voir, je suis là pour profiter. Donc, un peu de me faire culpabiliser, d'utiliser tout ce service qui est mis à disposition gratuitement sans rétribuer la personne. Et du coup, je me suis dit, mais c'est fou, quoi, juste avec ce changement-là, tout ce qu'on peut injecter dans l'esprit des gens. Donc, je m'y suis intéressé pendant un certain temps. J'ai commencé à faire un peu un travail de pêche, c'est-à-dire que j'ai fait, dans le cadre du X-Week, j'ai fait un article j'avais scanné les 100 plus gros sites de e-commerce, le bouton panier, le bouton mise au panier, voir ce qui disait qu'est-ce qui était ajouté au panier, acheté, je voulais voir ça en fait, quoi. Et j'en ai fait une infographie qui est encore accessible, je crois, avec le bouton type, et à la fin, je crois que le texte ajouté, le mot qu'on retrouve le plus avec un appât de couleur, le profil type du bouton de mise au panier sur les 150. Et je me dis que ces boîtes-là ont à testé à fond, testé les choses, donc potentiellement, si on monte un site d'e-commerce, on peut s'appuyer sur ça, quoi. C'est un impact positif, puisque s'ils l'utilisent, c'est qu'ils ont vérifié que ça marche. Voilà. Okay. Donc on est sur des choses déjà. Ajouter, on est déjà dans quelque chose de positif. Voilà. Parce que acheter, déjà, c'est déjà l'acte d'achat. C'est ça. Donc qui a une sorte de frein, quoi. Tout un tas de choses. On peut, par exemple, j'ai pas mis cet exemple-là, mais il y en a que j'aime bien, c'est dans Booking. C'est réserver le achat. C'est vérifier si c'est disponible. Et le vérifier si c'est disponible, c'est moins engageant. Et puis mais c'est peut-être pas disponible en fait. Peut-être que ça va me passer sonner, c'est-à-dire qu'il est bien. Ils avaient repéré qu'il y avait 17% de plus de clics sur ce bouton-là. Et juste avec du texte, on peut vraiment changer la performance d'une page. Et souvent, ça, c'est un peu le parent pauvre. Alors, je ne sais plus le nom de l'auteur ou de l'autrice. Je crois que récemment, il y a un livre qui est sorti sur l'UX Wording, justement. Je ne sais plus quelle édition, mais qui est sorti là, dans les 2 semaines. Donc, comment on peut manipuler les actions des personnes. Manipuler ou mieux guider. Il y a un peu manipuler aussi, effectivement. Non, mais il y a un peu des deux, autant être honnête. Moi, j'avais dû le voir sur la Fnac, j'avais dû voir les télés. J'ai reçu ce mail que je trouve intéressant. C'était dans les wordings, c'était choper, craquer, j'en profite. Cette notion de... On n'a pas besoin d'une télé, quoi. Du coup, c'est un achat qui est un peu... Tu déculpabilises. Voilà, c'est ça. Allez, craque. C'est pas grave, profite. En plus, c'est maintenant, quoi. Et donc, que acheter, acheter, c'est on achète à manger, on achète un achat rationnel. C'est pas un achat rationnel. Donc là, je trouve que c'était assez malin. Je me dis, ça me met dans un contexte plutôt agréable, comme tu me dis, à me faire déculpabiliser sur cet achat qui est pas nécessaire, qui est un achat ostentatoire.
Mais allez, on n'a qu'une vie, quoi. C'est un peu ça. On n'a qu'une vie, faisons plaisir, quoi. Et j'avais trouvé ça plutôt bien, et juste en changeant un texte, ce qui veut dire en termes de développement, rien. Le côté aussi facilité de compréhension, c'est-à-dire que dire que voilà, on a rendez-vous le 14 janvier, et te dire que c'est demain, c'est pas la même notion. Le 14 janvier, ça demande un effort, quel jour on est, quelle date on est, et tout cet effort qu'on demande à l'utilisateur, on peut facilement le gommer en mettant que demain ou après-demain ou hier, ces trois notions-là, c'est des choses qui sont maintenant mis en place. Par exemple, si vous êtes sur Allociné, la séance, c'est pas vendredi 14, mais c'est demain. Et c'est tout de suite plus facile à comprendre. Donc j'ai trouvé ce schéma, j'ai plus la source, je suis désolé, je l'ai trouvé très bien, c'est que l'UX Writing, ça a deux sens. C'est l'usabilité, c'est-à-dire c'est à faire comprendre ce qu'on doit faire sur le site. Et après la voice, on entend parler de tone of voice, c'est-à-dire un peu le champ lexical, plutôt comme on parle, ça donne un petit peu le ton de la voix, l'image de marque. Moi j'ai un souvenir, j'ai travaillé pour Chanel et en faisant un benchmark assez large sur le luxe, je crois que c'était Yves Saint Laurent, je sais plus quoi, on parlait pas de chaussures, on parlait de souliers. Et je trouve que ça changeait tout, moi. Le soulier, c'était, pour moi, je voyais l'atelier fait à la main, le cuir tanné et pas l'usine, voilà. C'est un soulier, c'est un mot désuet, mais dans ce mot désuet, il y avait un côté fait main, classieux, et qui allait très bien avec la marque. Ouais, tu fais appel à tout un registre, toute une histoire qui est derrière le mot, qu'on a tous, parce que on a tous le même un inconscient collectif. C'est ça. Okay. Tu génères quelque chose avec ces mots, tu crées un univers. Et c'est personnel, en fait, des fois, et ça marchera pas tout le temps, parce que soulier, pour certains, c'est quoi ce mot, c'est ringard, mais je pense que justement, il faut bien cibler par rapport à son site. Si on met ça sur H&M, forcément, pas comprendre, quoi. Mais quand on met ça dans une marque de luxe, ou même sur, je sais pas, Louis Vuitton, il y a côté manufacturé, ce genre de choses, c'est tout, et ça va avec toute la communication qui est faite autour, quoi. Mais c'est des mots comme ça qui peuvent ponctuer et encore enfoncer le clou sur ça. Et ça donne encore, ça valorise l'entreprise. La typographie aussi, bon, même si et maintenant c'est quand même cool la typographie, parce qu'on a quand même pas mal de typos gratuites, faciles d'accès, alors qu'avant c'était un combat entre élèves, on se filait des CD, on piratait des typos. C'est mal. Mais surtout que c'est super important. Surtout que la typo, aujourd'hui, sur la lecture, en fait, je pense qu'on fait tous le même constat, c'est qu'on n'a plus le courage de lire, c'est compliqué. Là, je me suis réabonné au Monde, mais c'est vrai que des fois, je craque en plein milieu. Je dois admettre que je craque. J'arrête, je lâche l'article. Et pourtant, c'est intéressant, mais je suis sur un écran qui me sursollicite, donc j'ai du mal. Donc, effectivement, c'est compliqué. J'arrive à finir des articles, mais je sens que c'est un effort. Pourquoi ? Parce que déjà, le monde a un peu changé. L'information est véhiculée soit par Twitter, qui propose des formats très courts, ou des livres audio. On a du mal à dire parce que les livres sont de plus en plus audio, même si ça n'a pas remplacé le livre, mais quand même, ça montre aussi un changement. Les infos passent par des images, ce scroll infini d'Instagram. Au TikTok, c'est vidéo infinies, et c'est très facile à consommer, en fait. Pour se distraire, pour avoir de l'info, j'ai quand même 1000 façons beaucoup plus simples que de lire un texte, quoi. Même pour des conférences. Voilà, comme on peut aujourd'hui. J'aurais pu écrire tout ça à la main sur un long article de 400 pages. Je pense que personne n'aurait été jusqu'au bout. Même pas moi, même pas ma mère. Même si elle m'aime beaucoup. Mais oui, effectivement, c'est vraiment plus facile à consommer. Donc, mais des fois, quand même, il y a des messages, on ne peut pas tout faire en texte, quoi. Et là, je fais une parenthèse, mais je me dis que ça serait tellement bien, et j'ai pas pris le temps, parce que j'ai pas eu le temps, mais quand on reçoit j'ai des enfants, et on reçoit des écoles, les 2, les 3 doses, ce texte, il est imbitable. Juste, on aurait fait un petit dessin, je pense que ça aurait été beaucoup plus sympa. S'il y a des gens qui ont un peu de temps, je pense que ça aiderait beaucoup de parents. Bref, parenthèse. Et je pense que c'est difficile de revenir en arrière. On va pas dire aux gens maintenant, écoutez, il n'y a plus TikTok, il n'y a plus machin, c'est fini, on n'en parle plus. Donc, il faut faire des efforts. En tant que designer, de faire des efforts, à nous de faire des efforts. C'est-à-dire remettre le texte au cœur des préoccupations design et UX. Quand il y a besoin d'un texte, quand on peut s'épargner un texte, on ne l'est pas. Mais quand il y a un texte de loi, ou un texte, une information, un article, eh bien, il va falloir le bichonner. C'est un peu la star de l'écran, c'est ce texte, c'est cette information qui est véhiculée par ce texte. Et donc pour ça, il y a souvent, on reçoit un Word, on fait CTRL, pomme B, on fait un bloc, pomme B. On ne l'a même pas lu, on ne sait pas de quoi ça parle. Ou alors, on l'a trop lu, donc on va faire des bolds partout, ce que j'appelle moi le texte Verdun, c'est-à-dire il y a ça, c'est bold, c'est black, c'est surligné, c'est machin. C'est pour dire là c'est important, là c'est important. Sauf que
On peut le faire sur un mot ou deux, mais s'il y en a partout, ça devient plus un texte, ça devient une espèce d'image très difficile à consommer. Voilà, par exemple, Instagram, là, quand moi je tombe sur cette page, la photo est très belle, le texte est pour moi un texte paumé, il n'y a rien, ou encore ils ont mis quelques émoticônes, et je ne suis pas contre du tout, je trouve que c'est bien, pour un peu dynamiser les textes et les structurer. Mais là, moi, le texte, je ne le lis jamais, quoi. En sachant qu'en dessous, j'ai surtout une autre image qui m'appelle. Donc là, et c'est peut-être pas le but d'Instagram, mais en tout cas, là, il manque une partie de l'information. Mais si le texte était mieux conçu, peut-être que je serais plus à même de lire ce texte. Donc pour le texte, il y a plusieurs palettes. Hein. Alors, je ne suis pas un typographe, mais souvent on reçoit ça, nous, en tant que designer, on a le texte qui vient de tel service. Bon, ok, maintenant on va le mettre en page. Déjà, le texte, premier règle, c'est un texte trop large, c'est compliqué à lire. Notre cerveau n'est pas habitué à lire sur un écran aussi large que ça. Donc on va essayer d'en faire un bloc. Donc on va travailler la largeur. C'est déjà un peu plus facile à lire. Et puis on va essayer, alors là c'est à l'extrême, mais on va essayer de donner des respirations, des portes. Pour moi, un texte c'est comme une maison. C'est-à-dire qu'effectivement on peut rentrer par la porte, c'est-à-dire le début. On doit pouvoir aussi rentrer par la véranda, par la fenêtre. Il y a plusieurs moments où on peut rentrer dans le texte. C'est pas parce que j'ai raté le premier mot, la première phrase que j'ai plus accès à ça. Je peux scanner un texte et me dire, bah, tiens, là ça m'intéresse cette partie-là, je peux rentrer par là. Sauf qu'il faut des portes. Il faut des moments où on dit, tiens, là tu peux recommencer là, c'est pas très grave si tu n'as pas vu le début. Donc là, c'est rechapitrer, faire des retours à la ligne. Il faut que ça soit confortable à la lecture. Il ne faut pas oublier que les déficiences visuelles on oublie, mais c'est très très fort. Je ne sais plus combien c'est 20%, c'est un nombre incroyable. J'ai plus le titre, j'ai travaillé là-dessus, mais j'ai plus le chiffre en tête, mais c'est vraiment incroyable. Et de plus en plus maintenant, les iPhones, même les Android, j'imagine, sont équipés on règle sa typo de façon générale, donc on peut avoir un accès à la typo plus facile, mais je vois encore beaucoup de services qui proposent des sites, des typos compliqués à lire. Alors il y a l'interlignage, l'interlettrage, donc en CSS c'est line height et letter spacing. On peut laisser de l'espace entre les lignes pour que ça soit un texte confortable. En gros, le meilleur exemple, vous allez prendre un livre d'une belle collection, vous voyez comment c'est fait, quoi, en fait. Comment ils font pour avoir un texte lisible. C'est leur métier depuis des centaines d'années, il ne faut pas hésiter à regarder, à prendre modèle. Alors là aussi, c'est un peu grossier, mais c'est-à-dire d'avoir un premier texte chapeau qui dit, voilà, là, si tu lis ça, et souvent, ce texte doit résumer l'ensemble de l'article, c'est la fin de l'article. En fait, quand on écrit sur du web, il faut plutôt dire, voilà tout ce que tu vas lire. Maintenant, le détail. C'est résumé, détail, en fait. C'est la conclusion, et après on a le détail. On inverse un peu la problématique. Et puis moi, j'aime bien, c'est ma marotte, alors c'est pas une règle, hein, c'est ma marotte à moi, c'est de mettre, pour un peu chapitrer, mettre des bolds au début, plutôt que de dire, tiens, cette partie-là est importante, cette partie-là est importante. Parce que c'est compliqué à lire d'aller comme ça. On lit comme ça, je préfère dire, tiens, là, il y a là, il y a là. Et j'essaie que ces premiers mots soient cohérents, qu'il y ait du sens. Et puis aussi, on peut changer la typo. C'est-à-dire qu'on peut mettre, souvent par défaut c'est l'Arial, je pense qu'on peut incarner de la modernité une typo avec, aujourd'hui les Google Fonts sont libres d'accès, facile à intégrer. Et on peut vraiment donner une image plus luxe, plus moderne, plus efficace, grâce juste à la typo. Donc là aussi, on raconte une histoire. On raconte une histoire, on embarque avec nous une image de marque sur ça, et des valeurs. Et encore là, en termes de coût, c'est rien. Ça coûte zéro. Sauf si on va acheter une typographie bien spécifique. Mais bon, quelques marques, hein, Chanel a sa typo, elle est très belle, on reconnaît tout de suite. Et on la met sur un fond noir et la typo blanche, c'est parfait, quoi. Mais il faut appeler à un typographe. Mais sur n'importe quelle entreprise ou même start-up, on peut juste aller piocher dans les Google Fonts, il y en a des milliers, et de qualité, quoi. Et ça peut faire la différence. Après, on peut faire ressortir aussi des éléments, ce genre de choses, pour donner vie un peu à ce texte et donner aussi aux gens envie de le lire. Alors, ce qu'on peut faire aussi, bon là, avec Slash, c'est un peu trop, mais on voit de plus en plus aussi cette espèce d'effet stabilo, je trouve pas mal. On le voit dans Medium, par exemple, des zones qui sont peut-être importantes. Tiens, c'est un deuxième niveau de mise en avant en fait, du texte, que je trouve pas mal. Souvent, des fois, quand on passe la souris dessus, il y a un commentaire associé. On peut faire pas mal de choses. Donc voilà, je parle de Medium. Voilà, Medium, ils ont quand même, ils sont assez proches d'un niveau de livre. Voilà, ils ont des typos assez jolis, avec un bel interlignage. Là, on mélange sur Nike, donc j'ai fait un marathon, je me la raconte. Les records pulvérisés, voilà, on est sur une typo un peu
costaud, bold, et on parle pas record battu, on parle de pulvériser. C'est encore dans le champ lexical, là, une espèce de fierté, quoi. T'as pulvérisé ton record. On amène de l'émotion en fait. Quand on finit un marathon, on est un peu dans l'émotion, faut pas se cacher. Et sur Netflix, au lieu de mettre les noms des séries avec une typo blanche basique sur fond noir, ils mettent vraiment en avant la typographie de la série. En fait, ça ramène clairement Cobra Kai, on voit que c'est pour une typo travaillée. Tout ça amène une image de marque encore plus forte. Tout de travail, par exemple, sur un site d'e-commerce. What kind of law I'm looking for? C'est une histoire qu'on raconte là, c'est pas juste un énième site d'e-commerce avec tous les sites d'e-commerce. On prend Zara, on prend j'ai déjà fait le test, Zara et Saint Laurent, c'est quasiment les mêmes quoi. Et même je crois que Zara est mieux. L'application de Zara est canon. Elle est mieux développée. Ils ont plus d'argent, ils ont plus de. Et bon, les produits sont pas du tout au même niveau, mais je trouve que l'application Zara, elle est incroyable. Et alors que bon, les produits sont, on en met tous, hein, c'est ce qu'on achète quoi, mais. Et c'est vrai que se différencier de temps en temps, tout en gardant les codes, hein, on casse pas tous les codes, on pourrait dire on casse tout, mais non, juste en mettant peut-être une typo, ce genre de choses, ce sont des moments différenciants, des moments de chaleur, où on est, c'est une espèce de confidence avec l'utilisateur en fait, quoi. On lui propose quelque chose, une expérience nouvelle. Et j'ai une des fois des remarques par rapport à Amazon justement, où par contre, Ouais. graphiquement c'est assez catastrophique. Tout à fait. Mais du coup c'est un parti pris. Oui, là, effectivement, Amazon, c'est le contre-exemple de ce que je viens de dire. Amazon, les fiches produits sont complexes. Mais alors, je pense, ce qui fait le succès, alors, je serais bien présomptueux de dire ça, mais la qualité de service est incroyable. Retourner un truc, déprogrammer un rendez-vous, et l'exhaustivité du catalogue, quoi, qui est incroyable. Et c'est vrai que des fois, et puis, non, mais par exemple, carte bleue, changer de carte bleue, changer de livraison, c'est hyper simple. Alors que d'autres titres, c'est compliqué. Mais c'est vrai que j'ai déjà vu pas mal de travail d'étudiants ou de designers dire voilà comment moi je referais la page d'Amazon. Il y a des choses qui sont incroyables. Pourquoi ils ne le font pas? Je pense que ça marche, tout est testé et que c'est compliqué de cacher. La typo, franchement, oui, des fois c'est des pages sont moches, mais l'essentiel est là. Est-ce que le message qu'ils ne mettent pas, c'est pas justement, bah voilà, la valeur, on la met pas dans l'interface, on la met vraiment dans le service. Et surtout, c'est un site qui est très économe en code, en poids de page, en temps d'animation. Et en même temps, on a tout ce qu'il faut, effectivement, quoi. Donc, c'est à utiliser ce genre de design, effectivement, c'est faux. Oui, disons qu'il y a une intelligence de toute façon à chaque fois qu'on fait un projet à avoir par rapport au tester, et à chaque fois quel moment c'est intéressant, à quel moment il faut l'utiliser, ouais, c'est super. C'est pas simple et souvent les projets étudiants sont full design en fait et ils oublient le côté un peu service, info, données et je leur dis la star c'est pas vous, c'est le contenu quoi, donc essayez de. Là le designer ça fait plaisir alors qu'effectivement on pourrait dire attends mais moi si je mettais pas ça, je verrais 3 vêtements en plus, peut-être que j'aurais plus de chances d'en vendre. Ça se défend, ça se défend. Les images, donc là, bon, je ne vais pas réinventer la roue sur les images, mais c'est assez simple, c'est que effectivement, on peut inventer des temps, genre 15 minutes. J'accélère. Voilà, sur Alan, voilà, genre de choses comme ça, où on peut créer tout un univers. Ça, c'était la page d'accueil d'Airbnb à un moment qui était assez de dessin du futur. En fait, c'était comment le passé imaginait le futur. Il y avait un peu ce traité de la science-fiction des années 70. C'était assez intéressant. Les animations qu'on a parlé, donc ça, je vais pas. C'est vraiment à droite, on voit vraiment le côté un peu material design, c'est que quand je clique dans une date, hop, ça s'ouvre et là j'ai directement le contenu. Et donc ça permet de faciliter le contenu. Donc là, je vais aller assez vite en conclusion sur les tips. Certains sont plus intéressants que d'autres. Donc quand on travaille sur mobile, il faut toujours travailler sur l'interface cible. C'est-à-dire que maintenant, c'est tellement facile sur Figma, sur XD, sur Sketch d'avoir. On regarde toujours son écran parce que souvent on écrit trop petit, on ne teste pas, est-ce que c'est accessible. Il faut toujours tester là-dessus. Moi, je suis assez agacé et énervant avec mes élèves pour travailler quand ils font pas ça. Quoi. Je les vois, t'as testé sur le mobile? Ben non. Alors que, fais-le. Puis là, on se rend compte qu'ils ont écrit trop petit, que c'est pas accessible, qu'on comprend rien. Bon, bref. Règle numéro 1. Règle numéro 2, connaître l'objectif de l'écran, c'est savoir ce qu'on fait, pourquoi on le fait. C'est-à-dire qu'on n'est pas designer, on n'est pas des aligneurs de pixels, ça n'a aucun sens. C'est qu'on doit comprendre pourquoi on le fait, quel est l'objectif de l'écran. Comment on le fait et quelles sont la prochaine étape, vers quoi on doit aller. Ça, c'est super important. Sinon, ce métier n'est pas intéressant. On s'ennuie vite. Puis on ne fait pas des bonnes choses.
comprendre le CSS et le code de façon globale. Je pense qu'on est, nous, un maillon de la chaîne, on travaille avec des ingénieurs, des développeurs, et il faut comprendre leurs problématiques, leurs besoins, comment on essaie de travailler avec eux, et souvent, et je crois qu'aujourd'hui c'est moins le cas, mais pendant très longtemps, c'était vraiment les ennemis, les designers, les développeurs étaient faits pour ne pas s'entendre. Aujourd'hui, les outils convergent l'un vers l'autre. Par exemple, sur After Effects, avec l'outil, on peut sortir des animations en JSON, on peut faire pas mal de choses. On peut même maintenant, il y a des applications genre Webflow, faire du no-code. On peut très vite faire des choses, nous, sans avoir besoin de développeurs à un certain niveau. Et que chacun fasse son job au mieux, c'est-à-dire que nous, on peut monter les interfaces, qu'eux puissent les dynamiser, les intégrer, les factoriser. Copier les meilleurs, donc ça, c'est ce qu'on a vu. Là, Jacob, il ne faut pas hésiter à copier les meilleurs. Trompez-vous vite pour réussir le plus vite possible, ça on l'a vu aussi, je ne vais pas insister. Parce qu'il y a un point que je voudrais voir. S'interdire le doute sur une interface, donc quand il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute, il faut revoir. Si on voit qu'il y a un problème avec l'utilisateur, ce n'est pas les utilisateurs qui ne comprennent pas, c'est que vous qui n'avez fait pas bien votre job. Et c'est pas grave, il faut être un ou là-dessus, ok, je pensais que. Et moi j'ai eu cette réflexion récemment, à vouloir faire trop bien, trop aider les gens, on complexifie. Et c'est une mauvaise UX, c'est pas avec de bonnes intentions en fait. Souvent les mauvaises UX, c'est parce qu'on veut trop aider les personnes. On va les aider, on va dire ça, et en fait au final ça fait quelque chose de trop compliqué. Donc là-dessus, attention. Être confortable dans la taille des items, bon, c'est passer la loi de Fitts. Je vais la passer rapidement parce qu'elle est assez évidente. C'est-à-dire qu'avant les mobiles c'était plutôt ce qui avait à gauche, il fallait un stylet, c'était imbitable, on ne comprenait pas, et puis l'iPhone est arrivé, là, tout était assez accessible. Bon, c'est qu'une partie de la loi de Fitts. Ça c'est aussi une thématique qui commence un peu à partir, le scroll. Aujourd'hui il y a toujours cette crainte du scroll, on voit pas. J'ai vu pas mal d'études aussi, par exemple dans les recherches Google, les résultats les plus cliqués étaient ceux du bas, parce qu'il y a une méfiance de ceux du haut. On pense que c'est des annonces, que c'est des... Alors pas à page 2, attention, page 2 c'est toujours un désert, mais les avant-dernières, tout c'est des places qui sont assez fortes aussi. Parce que les premières sont perturbées par annonces, pubs, sponsorisées. On ne sait pas trop, donc on dit bon, les premières, on les zappe, et on prend un raccourci et on va vers le bas, par exemple. Proposer 6 choix simples plutôt que 2 compliqués, cette histoire de 3 clics, tout ça, j'ai des croyances que j'ai voulu combattre dans mes projets. Donc, parce que des fois, pour faire 3 clics, il fallait faire des choix hyper compliqués, quoi. Donc, il fallait faire trop de choix. Donc, je me dis, autant séquencer, faire des choix simples, et puis on avance, quoi. Le temps nécessaire pour prendre une décision augmente avec le nombre de choix de complexité. Ça paraît évident, mais quand on a tendance à l'oublier. Donc là, c'est une carte de pizza, Pizzeria Italie. Je pense qu'à mon avis, je ne suis pas sûr que les gens puissent très vite manger, parce que c'est une table de 4. Ben, ça fait des choix longs à faire, donc on hésite, machin, on hésite. Donc voilà, donc, autant une bonne formule midi avec des plats au choix, avec 2 plats du jour, c'est très bien aussi. Voilà, c'est la simplicité de Google, et cette fameuse truc qu'on trouve partout. Voici à quoi ressemble un produit Apple, un produit Google, et voici le produit de ma boîte, quoi. Il y a des boutons partout, je ne sais pas quoi faire. Voilà. Bon, voilà, par exemple, Typeform, je trouve que c'est un bel outil un formulaire, au lieu d'avoir un grand formulaire hyper complet avec 15 pages, là c'est vraiment question par question. Bon, effectivement, on a 15 écrans, mais c'est une question simple, on n'a pas le temps, on ne réfléchit pas trop. Et je trouve que c'est plutôt dans une logique de simplicité, et même si on doit en faire 10, et on aurait pu tout faire sur un seul écran, là on va avoir 15 écrans, mais les 15 écrans sont hyper simples, on n'a pas de doute, quoi. Soigner l'onboarding. Alors, je vais profiter de ces quelques minutes pour prendre là-dessus. L'onboarding, qu'est-ce que c'est? C'est souvent le premier temps qu'on va avoir avec l'application. Et souvent, on a passé énormément de temps à faire tout ce qu'on a vu là, de la recherche utilisateur, à répondre aux mêmes besoins. Et puis, on n'a pas du tout soigné les 30-40 premières secondes d'usage de l'application ou du service. Alors que pour faire venir les gens sur un coût d'acquisition est énorme. Pour faire venir... moi j'ai un souvenir d'une interview qui est assez vieille, mais Mythique, Marc Simoncini à l'époque disait que pour faire venir quelqu'un, faire prendre un abonnement sur Mythique, juste prendre un abonnement, ça coûtait 50 €. Et lui, il arrivait à vendre 3-4 abonnements, parce que c'est le temps moyen que les gens restaient, à 60 €. La marge, c'est la différence. Et ça coûte très cher de faire venir quelqu'un. Ça dépend de quel produit, s'il y a une concurrence ou pas. Ça peut coûter entre l'installation, ça peut être jusqu'à 5-10 € l'installation. Et donc si les gens, on leur dit, ok, j'ai fait une super appli, viens, elle est top, je t'ai payé de la pub, j'ai payé de la pub, des frais d'acquisition, ça, et qu'en fait derrière ma porte d'entrée, elle est ratée, bah, je pense qu'on fait mal son job. Donc pour ça, quelques exemples, BrutX, moi j'aime bien Brut, ce qu'ils font c'est canon, effectivement. Et par contre BrutX c'est un nouveau produit, je ne sais pas trop ce qu'il y a dedans,
quand on lance l'application, il y a ça. Je me connecte, je m'abonne. Je sais pas ce qu'il y a dedans, j'ai pas de démo, je sais pas. Et moi, non, j'y vais pas, quoi. Et justement, c'est un des sujets que je donnais à mes élèves, c'est imaginer un onboarding agréable pour Robotics. Donc ils avaient imaginé forcément un mois gratuit, voir des extraits, des trucs qui bougent, pouvoir visiter le catalogue, un truc de base, en tout cas avant de rentrer. Bruno, c'est une application de type banking, je crois, un peu comme ça. Et c'est comme un service un peu nouveau, qu'on ne comprend pas très bien. Et la seule chose qu'on me propose, c'est de m'inscrire ou de me connecter. Quelle est ta valeur ajoutée? Je sais pas. Donc souvent, ce que je fais, j'y vais pas, quoi. Donc quand on arrive jusque-là, il faut raconter, même s'il y a eu quand même des efforts pour raconter l'histoire, il faut raconter l'histoire de manière peut-être simplifiée, et pour les rassurer et leur dire voilà, vraiment ce que vous allez... Voilà ce que vous allez avoir. Il y a par exemple l'application ING Bank qui faisait un compte démo. On peut voir à quoi ressemble l'application avec un faux compte. J'ai trouvé ça canon, quoi. Peut-être qu'aujourd'hui c'était pas le cas, mais peut-être que bientôt on décidera de sa banque en fonction de l'application, quoi. Et ça fait partie en fait d'une mauvaise application. Ma banque avait une mauvaise application, ça serait peut-être un critère de changement, quoi. Clairement, si j'arrive pas à faire ce que je veux au quotidien, parce que ma banque j'y vais au moins une fois par semaine, si elle est nulle, ça serait un choix pour moi de changer, quoi. Le coverflow, souvent je trouve que c'est la mauvaise bonne idée parce que du coup les gens interrogez-vous sur ce que vous faites quand vous voyez un coverflow, c'est vraiment un espèce de slider comme ça. Souvent on cherche le bouton skip, on cherche continue quoi. On lit pas le manuel quand même, d'accord, on lit pas le manuel, personne ne lit. Pas comme ça. Et du coup j'essaie de ramener ça moi dans la vraie vie. Prenons un magasin, une bonne boulangerie, donc souvent donc là, qu'est-ce qu'on a? On a une vitrine, c'est ouvert, donc on montre les produits, les gâteaux, ça crée du désir. On voit la boulangerie derrière, on voit que on a la transparence de comment c'est fait. La porte est ouverte, c'est accueillant, on a des informations sur ce que je vais trouver. Et puis c'est éclairé l'entrée, donc ça invite. Viens, rentre. Et alors que tout ce qu'on vient de voir aujourd'hui, c'est plutôt ça, quoi. Tu regardes pas ce qu'il y a dedans, tu peux pas rentrer, tu peux pas tout ça, et pas d'informations. Et en plus, ça arrive à ce moment-là, ce que moi j'appelle le cerbère digital. C'est ce mec-là, qui fait un peu flipper et qui te demande, tu ne le connais pas, quel est ton prénom, ton nom, qui sont tes amis, c'est quoi ton code de CD, quelles sont tes habitudes, quelle est ton adresse mail. En gros, je veux tout savoir de toi, quoi. Moi, j'avais téléchargé ça comme ça par curiosité, ce service, parce que je voulais voir, quelqu'un m'en avait parlé au boulot et pourquoi pas tester. Mais pas à ce prix-là, quoi. Je vais pas donner tout ça, quoi. Parce que le côté, tiens, essaye gratuitement pendant 7 jours, je donne ton numéro de carte bleue. Il y a un côté, je vais oublier. Ah mince, je vais oublier, je vais encore me faire avoir. Puis j'ai encore un nouvel abonnement que j'ai pas. Donc maintenant, on a conscience aussi que les données on donne accès à nos données personnelles, et du coup, potentiellement, tout est beaucoup plus facile. Et du coup, tu peux aussi, quelque part, tu donnes une partie de toi. Ouais, moi là-dessus, j'ai pas de problème. J'accepte ça, mais je veux savoir pourquoi. À quel prix, quoi. À quel prix, quel est mon bénéfice? Parce que c'est fameux, c'est gratuit, c'est le produit. Je veux bien un produit, mais je veux savoir ce que j'achète, ce que j'ai en échange. Et si on ne montre pas, je vois pas l'intérêt, quoi. À moins que, on m'a dit que ce soit l'application de rêve qu'il faut y aller, que c'est un club et tout, comme Clubhouse, il fallait tout donner. Que certains arrivent à jouer ce côté-là, ça a du sens. Cet effet boîte de nuit, on ne rentre pas, on crée une queue exprès, il n'y en aura pas pour tout le monde. Ça peut, c'est une démarche, mais c'est quand même pas la norme. Et en fait, je quitte l'application quand je passe ça, et puis en fait, surtout, je la supprime, quoi. Et du coup, tout l'effort qui a été fait pendant cette année, c'est fini, quoi. Juste un petit rappel sur moi, donc j'avais fait un jeu qui s'appelait Asking, et j'ai eu ce problème-là, en fait. Cette erreur-là, parce que je l'ai commis. Donc là, c'était mes jeux, j'avais 3 jeux qui tournaient. C'était beaucoup d'énergie, à concevoir le jeu, à imaginer, super, à écrire 30 000 questions en 6 mois. Je pensais en questions à l'époque, c'était ma vie, c'était un énorme Jeopardy pour les plus anciens. Et puis, on est numéro 1 de l'App Store, super, on arrive à faire plein de téléchargements, on dépense des coups de com et tout. Sauf que catastrophe, les gens ils téléchargent mais ils ne s'inscrivent pas. Pourquoi? Parce qu'on faisait, pour 100 téléchargements, il y avait 15 inscriptions. Ce qu'on faisait, c'était premier écran, on demandait, tiens, inscris-toi pour jouer. Le fameux Cerbère. Ou sur Facebook. C'est sympa quand même. Et du coup, on se dit 85% de perte, c'est énorme. C'est catastrophique, on décide de faire pire. Donc on a réimaginé le parcours d'entrée, on s'est dit, ok, on va faire un slideshow, c'est cool le slideshow. Voilà, si tu vas vers, tu pourras jouer, voilà les questions, c'est super. Et une fois que les gens et là, on a gagné un petit peu, 25 inscriptions, mais c'est encore, je te montre un peu plus. Okay. Tu t'inscris, et en gros, les gens ils sont partis.
Et là, on s'est dit, bon, on va peut-être revoir ça, faire ça un peu autrement. Alors du coup, on s'est dit, ok, ce qu'on va faire, c'est qu'on va embarquer des questions plutôt faciles, mais pas trop. Un peu de challenge, mais qu'on doit savoir. Comme ça, je me dis que les gens vont être en confiance. Je vais dire, super, t'as gagné. T'as gagné quoi? T'as gagné de la monnaie du jeu, qu'on donnait déjà pour l'inscription. Hein. Et tu as le droit maintenant de participer au grand concours pour gagner ta truc. Et là, on a eu quand même 70% d'inscription. C'est pas parfait, mais c'est quand même plus acceptable. Et on s'est dit, voilà, en fait, et surtout, on s'est inspiré de Candy Crush, qui, lui, pendant les 30 premiers tableaux, on t'arrête pas de gagner, de te féliciter, de te dire c'est super. Tu veux jouer aux autres maintenant? Tu veux jouer aux autres? Bah, il faut que tu donnes tes comptes Facebook. Ou tu attends 15 heures. Forcément, t'es accro, comme au sucre, quoi. Donc, tu y vas, quoi. Et ça, voilà, ça me paraît, par exemple, et je trouve que, pourquoi je fais ça? Parce que j'ai fait ce cours, parce que les élèves, par défaut, ils me mettaient un onboarding, parce que tout le monde le fait, quoi. Et je pense que c'est une grave erreur. C'est beaucoup d'argent perdu. Et c'est dans les derniers, soigner les 3 premières secondes d'usage de votre cerveau, ça rejoint un petit peu ça, parce que c'est un biais cognitif aussi qui s'appelle l'effet de halo. C'est-à-dire que si, en fait, notre cerveau généralise. C'est-à-dire que si vous arrivez dans un resto ou dans un premier magasin, si l'entrée est canon, le magasin va être super. Si c'est crade, s'il n'y a rien, ben forcément, parce que tout le reste n'est pas bien. C'est par exemple l'exemple d'Apple, les premières pages, la home, le produit. On dit, ok, l'image est belle, donc les services sont bien, donc les magasins vont être beaux, le service client va être bien, j'ai bien reçu, tout va être parfait, la livraison va bien se passer. Juste sur une image, on peut jouer là-dessus, quoi. Et ça, par exemple, sur un site où on ne comprend pas ce qui est écrit, sur ce qu'ils font, bah, du coup, on dit, ok, c'est compliqué ce qu'ils font, on ne comprend pas, donc tout va être compliqué, je m'en vais. Donc le premier point de contact est super important. Parce que sinon, on gaspille tout ce qu'on a pu faire comme travail. Tester rapidement. Hein. Il y a un chiffre qui est hyper connu, c'est que 85% des problèmes remontent à partir de 5 tests. 5 tests utilisateurs, c'est un chiffre très connu, mais c'est vrai que c'est flagrant. Hein. Nous, on fait des design sprints, des semaines de création et on teste. Et très vite, les problèmes, c'est les mêmes. Ils reviennent, on les a pas vus et on va développer. Et en fait, c'est des trucs tout bêtes, mais c'est que parce qu'on a le nez dedans, donc on ne le voit plus, quoi. Et ça remonte à chaque fois et c'est assez flagrant. En 5 tests, on résout quand même pas mal de problèmes. Pourquoi se tromper tôt c'est important? Parce que ça coûte cher. Hein. C'est-à-dire que ça coûte 10 fois plus cher en conception. C'est-à-dire que si par exemple on conçoit en développement, c'est-à-dire que pour 1 euro dépensé en design, et en gros il y a 10 euros dépensés en développement, quoi. C'est un peu le ratio qu'on a dans toutes les boîtes. Donc corriger quelque chose qui est en prod, ça coûte une fortune. Parce que ça engage plein de gens et des ressources chères et rares, donc vaut mieux pas les faire travailler pour rien. Et en plus, on les démoralise souvent. Quand on fait corriger un truc, on passe beaucoup de temps, c'est super important. Ah ben non, on s'est trompé, il faut corriger. Et du coup, travailler pour rien, je pense que dans l'être humain, c'est assez compliqué. Et puis voilà, c'est-à-dire que en fait, il y a plein de gens qui quittent un service, un site ou une application parce qu'ils ne comprennent pas ce que ça fait. Mais qu'est-ce que ça fait? Tellement de sites avec des phrases, on ne comprend rien, alambiquées. Du coup, il faut être clair, simple. Donc c'est pour ça que, est-ce que les gens comprennent ce que je fais en 3 secondes? Les gens laissent 3 secondes sur un site web, savoir si ça vaut le coup ou pas de continuer. On arrive à la fin, ça y est. Donc connaître l'utilisateur, c'est un peu ce qui est un peu la clé. S'appuyer sur des modèles mentaux maîtrisés, ne pas négliger le fond et la forme du texte. Tester vos designs en permanence. Et puis voilà, ce qui est intéressant dans ce métier, c'est que il évolue beaucoup. Il y a eu le mobile, il y a eu les télé, les tablettes, et puis là, il y a quand même des nouveaux chantiers, des nouveaux terrains, tout ce qui est la conception éco-responsable, qui est encore il y a des labels qui se montrent, qui corrent ce genre de choses, qui sont de plus en plus intégrés dans les grandes entreprises. Et puis, moi, c'est vrai que j'ai eu un casque PSVR, c'est la R et la VR, et tout le métaverse, ça me fait flipper, en même temps ça m'excite. Ça me fait plus flipper que ça m'excite, mais ça m'excite quand même un peu. Et d'imaginer à peu près comment on conçoit une expérience là-dessus. Et je trouve que par exemple l'AR avec les lunettes, la réalité augmentée, c'est quelque chose qui m'attire vraiment parce que c'est un nouveau territoire. Je trouve que ça a du sens et qui n'est pas juste gadget. Et c'est vrai que c'est des choses dans lesquelles j'aimerais, moi, regarder à l'avenir. Voilà, et je crois que phase de questions-réponses, on a un petit peu de temps, et puis surtout, merci pour votre patience si vous êtes toujours devant vos écrans. Merci Romain. Merci à toi. Donc voilà, super conférence, très intéressant.
Voilà, c'était chouette de voir aussi des exemples des exemples concrets que tu as vécu toi-même sur de mise en voilà, d'exemples de mise en application d'échecs. Voilà, montrer qu'effectivement, enfin, de toute façon, cette expérience-là fait ton expertise. Donc tu as bien rappelé les éléments aussi clés de toute cette démarche du XUI. Après des raccourcis, mais c'est là à peu près. Oui. Donc bon, on n'a pas vraiment on n'a plus de questions. Il y a une question sur les connaissances techniques logicielles, CSS, etc. Est-ce que le designer UX/UI devait avoir ces connaissances-là? Mais tu as un peu répondu. C'est un plus, clairement. Dans ta deuxième partie. Voilà, c'est un plus. Clairement un plus. Maintenant, tu le disais de plus en plus, il y a des modules un peu tout faits déjà qui permettent. Ça permet d'avoir la main sur le design. Ça permet aussi de renforcer cette communication d'équipe, parce que souvent le succès d'un projet, c'est aussi le succès d'une équipe qui arrive à communiquer en fait, quoi. Et moi j'avais une question par rapport à ça. Est-ce que les développeurs, est-ce qu'il y a un intérêt à ce que les développeurs soient impliqués dès le début du projet? Oui, clairement. Okay. Sur la faisabilité technique. Et souvent, moi, quand on faisait des appels d'offres, par exemple, je faisais venir des développeurs pour deux raisons. Un, le côté technique, et puis aussi, je trouve qu'il y a, alors c'est peut-être très caricatural, mais ils ont une autre vision du monde, en fait, qui est beaucoup plus pragmatique. Je trouve qu'ils amènent une notion pragmatique qui est... Bon, c'est des grandes lignes, mais je trouve et moi, ça me faisait du bien, en fait, de ramener un peu de ce côté... allez, on va efficacité, boum, bam, c'est comme ça qu'on fait. On va pas... parce qu'en tant que designer, et surtout plus jeune, et avant, c'était toujours de créer des trucs un peu gadget. Et je trouve qu'il dégadgetise pas mal des choses, quoi. Donc moi ce que j'ai aussi, ce qui ressort de ta présentation, je trouve, c'est ce qu'on pourrait croire que finalement il faut utiliser des recettes toutes faites pour que ça fonctionne, pour que les utilisateurs s'y retrouvent, qu'on ne les perde pas, qu'ils gardent leurs habitudes. Mais en fait, on pourrait se dire que la créativité finalement à quoi ça sert, puisqu'on va récupérer des choses un peu toutes faites qu'on va remettre ensemble. Mais est-ce que justement la créativité n'est pas utile pour répondre dans un monde très contraint, pour amener justement des éléments de différenciation? Il y a ça, il y a la créativité aussi, là, et puis l'empathie, ce qui est aussi bien comprendre le problème, c'est vraiment important, et être créatif par rapport à on voit tous les jours des nouveaux services qui émergent, parce que du coup il y a une forme de créativité, parce qu'ils ont imaginé autrement un problème, en fait. Ils ont une autre réponse à un problème, au-delà de l'interface, mais vraiment ils répondent à des choses qui... il y a rarement des nouveaux besoins auxquels on répond différemment à des anciens besoins, de façon plus pratique, plus fonctionnelle, plus sécurisée. Et là aussi, cette créativité-là, c'est dans l'écoute du monde, de ce qui se passe, des besoins, comment on peut y répondre. Et même si c'est moins en rupture, il y a des mutations quand même qu'il faut suivre, accompagner de façon... Effectivement, voilà, il y a par exemple... là, récemment, j'ai fait l'expérience d'acheter des actions sur Lydia. Par exemple, je n'ai pas d'actions, mais... tiens, j'ai mis 50 € pour tester à quoi ça ressemble, comment est fait Lydia, comment c'est l'échange de monnaie. Donc là, ils ont mis un service. Et c'est tellement simple, alors que acheter des actions, ça existe depuis maintenant peut-être 100 ans. C'est très vieux. Mais là, c'est tellement simple sur le mobile. En plus, c'est dans une interface que je connais, j'utilise les mêmes codes, la même simplicité. Je me loguais avec mon Face ID. Et ben, du coup, je perds de l'argent, je suis un très mauvais. J'ai perdu 10 €, mais c'est pas grave, j'ai appris des choses, ça valait le coup, mais. Ils t'ont embarqué. Ils m'ont embarqué. Je trouve ça vraiment bien fait en fait. Et je trouve que c'est bien amené. Ils utilisent carrément d'autres codes que les codes de la bourse classique. J'ai l'impression qu'on va s'abonner à Netflix en fait, quoi. C'est ça qui est marrant, quoi. Et justement, ils mettent les codes Netflix, ce qui est assez marrant. Pour dire que tu vas pouvoir acheter des actions Netflix, quoi. Du coup, c'est un produit qu'on connaît, auquel on croit, genre de choses. C'est très bien fait. Très bien, super. Et puis, dernier sujet que tu as évoqué aussi, donc il y a la VR, j'ai bien compris que c'était un sujet qui t'intéressait, mais il y a l'aspect environnemental, éco-responsabilité, qui est un vaste sujet auquel je prétends pas être un expert, mais je vois de plus en plus que ça arrive. Moi, j'avais des présentations, j'ai un souvenir d'un étudiant Gobelin qui était en pro, qui travaillait sur M6, qui avait une idée qui m'avait marqué, c'est-à-dire que au lieu de dire base def, il mettait plutôt, lui, dans son truc, des petites feuilles type écolo, en fait. C'est quand même, on va dire, je parlais d'une vidéo en base def. Je regarde une vidéo, par contre, qui est éco-responsable, entre guillemets, éco-responsable, moins consommatrice d'énergie. Parce que, une action positive. C'est quand même, ça change tout, quoi. Ça coûte pas cher. Cette idée était géniale, je trouve. On le verra de plus en plus, j'espère. On l'espère tous. Merci beaucoup, Romain. Merci à toi. Et puis, n'hésitez pas donc, à partager cette vidéo et puis de continuer à nous suivre pour les prochaines conférences. Il y a 2 questions, on me fait signe. Alors, on vient
bien sûr prendre le temps d'y répondre. Quelles sont les quelques références qui vous inspirent dans votre approche UX? Références. Ouais, des références. Alors, on me dit auteur, asso, mais c'est dans peut-être des sites que tu as. Des choses que je consulte, des choses que je consulte, c'est ça? Ouais, ou des choses qui t'ont marqué dans ton approche UX. Alors, la première personne qui m'a inspiré, alors il fait plus du tout ça maintenant, mais il fait des objets, c'est Étienne Mineur, qui faisait les sites pour Kenzo. Ben justement, c'est l'inverse de ce que je disais, c'est quelqu'un qui faisait des expériences où on ne comprenait rien. Il faisait les défilés Kenzo. Et je trouve qu'il amenait justement quelque chose d'assez innovant, assez incroyable. Qu'est-ce que je regarde beaucoup? Moi, ce que je fais, en fait, je vais tous les jours sur l'App Store, je regarde les nouveautés, des choses comme ça, les sites, je regarde. Je suis curieux de tout, en fait. Je fais de la veille sur quasiment tout. Okay. Je passe un quart d'heure par jour le matin, puis un quart d'heure l'après-midi, je regarde. C'est rapide, j'ai des flux, je suis. Je sais pas, il y a plein de choses. Je ne pourrais pas dire comme ça, j'ai pas de titre phare à donner. D'accord, ok. Mais donc rester curieux, rester ouvert. Surtout, surtout être large, en fait, de pas rester que voir ce qui se fait dans la voiture, dans les aviations, dans les jeux vidéo. Moi, je trouve que les jeux vidéo, ils sont très très forts. Justement, sur l'onboarding, souvent, ils sont bien meilleurs que les applications. Nintendo, par exemple, je trouve qu'ils sont incroyables. Ils arrivent à faire comprendre des choses à des enfants, donc il y a peut-être des choses à reprendre. Il y a plein de choses à voir, tout ce qui peut exister, quoi. Et donc, une autre question, selon vous, quelle est votre approche de l'éthique dans la conception? Alors, l'éthique. Je pense aussi, c'est dans comment, effectivement, quand tu parlais, par exemple, je sais pas, j'imagine, des mots qu'on utilise pour un peu induire un comportement. Oui, c'est la manipulation, ce genre de choses. Effectivement, il y a des objectifs d'entreprise et une éthique à essayer de trouver le ton juste et trouver le curseur au bon endroit. Il y a de la manipulation, moi aujourd'hui, j'ai pas trop eu le sentiment dans ma vie de travailler pour des entreprises qui abusaient de ça. Je n'ai pas travaillé pour des grands sites d'e-commerce, c'est pas trop ma spécialité, mais j'ai jamais eu l'impression de mentir aux gens dans les applications que j'ai pu faire. De les orienter, effectivement, mais j'ai jamais eu l'impression d'avoir trahi mes valeurs, en tout cas. Alors, je n'étais pas les plus grandes valeurs de la terre, mais en tout cas, j'en ai quelques-unes. Et non, effectivement, là-dessus, on est vigilant. Et puis, moi, je sais que par exemple, quand récemment je passais cet entretien, il y a des boîtes avec lesquelles je ne voulais pas travailler. Parce qu'il y avait des comportements qui m'avaient déplu, voilà, ce genre de choses, c'est ça. D'accord, voilà. Très bien, je pense que c'est une bonne pas réponse. Non, mais c'est des fêtes qui financent cette clé, donc on va pas faire ça. On va pas donner de nom. Non. Ok. Enfin, hop. Eh bien, merci beaucoup Romain. Merci à toi. Et puis voilà, c'est toujours un plaisir de te retrouver. Merci à Clément aussi. Oui, voilà, qui est l'homme de l'ombre. Tout à fait, tout à fait. Merci de faire ce clin d'œil. Et puis à bientôt à tous pour les prochaines conférences. Merci. Merci, au revoir.